Bonjour à tous et bienvenue à cet afterwork dédié à l'univers du digital et de la data. Vous vous sentez geek dans l'âme ou pas du tout, mais par contre vous vous passionnez pour les réseaux sociaux? À moins que vous n'ayez envie de changer le monde et que les outils digitaux ne vous semblent tout indiqués pour y arriver. En fait, il y a 1001 manières de se passionner pour le digital et la data, 1001 métiers, 1001 parcours que nous allons essayer de vous faire découvrir aujourd'hui avec tous nos invités. Si vous avez des questions au fil de cet afterwork, je vous rappelle que n'hésitez pas à les noter dans le chat. Et puis, démarrons tout de suite en accueillant le parrain du pôle expert digital et data du groupe Omnes Éducation, Laurent Frisch, qui est directeur du digital et de la production chez Radio France. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, avant de te questionner, je te propose juste que l'on rappelle ce qu'est le pôle expert digital et data. Alors, comme vous le savez ou peut-être pas encore, le groupe Omnes Éducation rassemble 12 écoles. Alors, on y trouve des écoles de commerce, d'ingénieurs, de communication, de création, de sciences politiques. Eh bien, Omnes Éducation a rassemblé dans un même pôle toutes les formations proposées dans les différentes écoles avec un dénominateur commun, le digital et la data. On y retrouve ainsi aussi bien des parcours digital marketing chez Sub de Pub, game design chez Sub de Création, digital transformation chez INSEC ou encore système d'information et cybersécurité à l'ECE. Mais ne vous inquiétez pas, on va reparler de tout cela plus en détail un petit peu plus tard. Alors revenons à toi Laurent, pourquoi est-ce que tu as accepté d'être le parrain de ce pôle digital et data ? Digital ou le numérique, c'est un secteur qui est en pleine ébullition, qui touche plein de pans de notre économie, de notre activité, même de notre vie de tous les jours, à vrai dire. Et toutes les entreprises sont obligées aujourd'hui de s'y intéresser, voire même de s'y impliquer très fortement. Mais toutes les entreprises, je suis bien placé pour le dire, manquent de compétences ou de personnes bien formées à tous ces métiers que le numérique recouvre. Et c'est pour ça qu'en tant que professionnel de ce secteur, ça me semblait important de m'impliquer et de m'engager auprès d'un groupe d'écoles. Pour que la nouvelle génération soit formée au mieux et pourquoi pas que tu puisses les recruter. Peut-être, j'espère. Alors, qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ce domaine? Est-ce que c'est une vocation pour toi, le digital et la data? Ouais, en ce qui me concerne, c'est une passion depuis tout petit, l'informatique, les ordinateurs. Je suis rentré par la technologie, mais à vrai dire, le digital, c'est plus qu'un secteur économique, c'est une vraie révolution. C'est une révolution technologique à l'origine. C'est devenu une révolution de nos sociétés, de nos façons de vivre, de nos façons d'interagir les uns avec les autres. Et cette révolution-là, elle est énorme. Chacun peut y prendre sa part. C'est une construction qui se fait brique par brique, qui comprend plein d'opportunités, de bénéfices pour l'humanité, pour les gens, pour les sociétés. Aussi de risques d'ailleurs, des risques environnementaux sur l'empreinte écologique du numérique, des risques peut-être pour la démocratie avec la circulation de fausses informations favorisées par des plateformes, de risques pour la vie privée des gens avec les données personnelles. Et donc il y a énormément de choses bien, il y a aussi des risques dans ce secteur et je pense que chacun a sa part à jouer dans cette révolution. Chacun a son rôle dans la construction de cet édifice qui est la vie dans laquelle on veut vivre, nous tous, en France, ailleurs, partout dans le monde. Et voilà, je pense que ça se sent quand j'en parle. Moi, j'ai aussi, à ma petite échelle, envie de prendre une petite part dans cette révolution. Oui, c'est un secteur qui me passionne. Comme tu dis, voilà, on la sent, ta passion, quand tu communiques dessus. Alors justement, on parle de passion. Eh bien, nous allons rencontrer dans quelques instants deux autres passionnés, Maxime Loubard et Victoria Mandefield, qui sont tous les deux des alumni de l'ECE, l'école d'ingénieurs du groupe Omnes Éducation. Ils sont tous les deux entrepreneurs, engagés et, tu le verras, terriblement passionnés. Vous allez pouvoir le découvrir très bientôt. Si les injustices vous hérissent le poil, vous devriez rester avec nous parce que là, vous allez les adorer. Merci beaucoup Laurent. On se retrouve tout à l'heure pour profiter aussi de tes bons conseils de parrain de ce pôle digital et data. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Débutons maintenant une séquence qui a pour vocation de vous faire découvrir tous les acteurs de l'écosystème digital et data. Ça va être des infos très précieuses qui seront l'occasion de découvrir des facettes que vous ne connaissez pas forcément du secteur. Et puis découvrir ces acteurs, c'est aussi de la culture générale qui va vous servir, j'en suis sûre, lors des oraux que vous ne manquerez pas de passer dans les mois à venir pour rentrer dans la formation dont vous rêvez. Alors profitez-en. Profitez-en d'autant plus que nous avons un guide de choix aujourd'hui pour nous faire découvrir cet univers. Il s'agit du directeur du pôle digital et data, qui est également le directeur de l'ECE, l'école d'ingénieurs du groupe Omnes Éducation. Bonjour François. Bonjour Florence.
Alors, petit tour d'horizon des acteurs de l'écosystème digital et data. Par qu'est-ce qu'on va commencer? Alors peut-être déjà dire, c'est quoi l'écosystème digital et data? Ce nom peut-être un petit peu compliqué. Finalement, c'est tous les acteurs qui gravitent d'une façon ou d'une autre dans cet univers et qui, effectivement, est important de connaître et de suivre finalement régulièrement parce que c'est un domaine, le digital et data, qui évolue extrêmement vite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme acteurs? Les premiers? Alors, les premiers, moi, je dirais, ce sont les startups. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. On en parle énormément. C'est elles qui font une grosse partie de l'innovation, et notamment dans le digital et la data. Et en fait, toute startup aujourd'hui, finalement, elle est forcément digital et data. Elle est aussi autre chose, mais elle est forcément digital et data, c'est absolument essentiel. Et elle donc, utilise en fait le digital voilà, elle et la data. l'utilise, elle le développe, elle le valorise. Donc forcément, elle recrute des gens dans ces métiers-là. Alors ces startups, comment les suivre? Elles se regroupent dans des associations, dans des entités, dans ce qu'on appelle des incubateurs, qui sont des lieux où elles se retrouvent pour se développer, pour éclore. Alors le plus grand incubateur du monde, on a la chance, il est français, il est à Paris et ça s'appelle Station F. Donc c'est une bonne idée de suivre Station F et peut-être si on est dans la région parisienne ou si on est de passage à Paris, d'aller y faire un tour parce que ça donne vraiment un petit peu le feeling de ce qui s'y passe, bien évidemment. Alors parmi les startups, on a ce qu'on appelle les licornes. Alors c'est quoi les licornes? Eh bien, une licorne, c'est une start-up qui est valorisée plus d'1 milliard d'euros. J'ai bien dit 1 milliard d'euros. Ça fait rêver, ça laisse songeur. Alors, ça laisse songeur, ça fait rêver, mais c'est une réalité aujourd'hui. En France, il y a déjà 23 licornes françaises. Il y a une dizaine d'années, il n'y en avait que quelques-unes. Et je dirais presque chaque semaine ou chaque mois, on a une nouvelle licorne comme ça qui apparaît, qui éclot. Alors, Florence, vous en connaissez peut-être, et puis les gens qui nous écoutent aussi, vous en connaissez sûrement. Je vais citer Doctolib, oui. Évidemment. Mano, je ne sais pas si vous êtes bricoleuse, non, moi, mais si vous avez un jour, si vous le devenez, si vous voulez acheter du matériel de bricolage sur Internet, Mano, c'est une très belle licorne française. Alors, c'est intéressant de les connaître, les licornes, parce qu'avec tous les fonds, tout l'argent qu'elles lèvent, tout le financement qu'elles obtiennent, elles vont recruter massivement pour les différents métiers du digital et de la data, bien évidemment des métiers techniques dans le développement par exemple, mais aussi dans les autres métiers du data marketing, du chef de projet digital, etc. C'est-à-dire que du fait de tout ça, ce sont aussi des employeurs potentiels pour tous les lycéens, futurs ingénieurs, etc., toutes les personnes qui travaillent dans le digital et la data. Absolument, et elles sont très demandeuses et elles font plein d'actions pour recruter ces profils. Donc on peut faire son choix et on peut faire son marché, bien évidemment. Alors, ces fonds que les startups lèvent, en fait, ils sont levés par des acteurs qu'on appelle les fonds d'investissement. Ce sont des acteurs financiers qui vont lever des fonds pour ces startups. Alors, il y en a beaucoup en France, en Europe, à l'international. Et donc, je trouve que c'est intéressant de les suivre aussi parce que eux, ils ont des experts qui vont dire telle start-up est vraiment très bien positionnée. Voilà. Et identifier les pépites, les futures licornes. Voilà, les pépites, les bons domaines, les bonnes technologies. Et puis, ce sont aussi des acteurs qui recrutent, bien évidemment. Et ils recrutent aussi des gens qui sont experts dans le digital et la data. Donc, ce sont des acteurs, à mon avis, vraiment importants à suivre régulièrement. Et puis, les fonds d'investissement, c'est aussi des entreprises qui doivent analyser, comprendre bien le marché, être très immergées, qui ont souvent en plus des spécialités. Je sais qu'il y a des fonds d'investissement spécialisés dans l'engagement, tout ce qui est responsable, d'autres, chacun a un peu son secteur. Voilà. Donc ça permet aussi de découvrir les entreprises, de découvrir plein d'entreprises via une entreprise, le fonds d'investissement. Voilà, et puis de comprendre finalement par ce biais-là quelles sont les applications du domaine digital et data, dans quel secteur, effectivement, dans le développement durable, dans l'énergie, dans la santé, etc. Voilà. Et puis ce sont des acteurs de très très bon niveau. Souvent, ils publient des rapports, des études qui sont très intéressants à regarder. Alors, je citerai aussi, à côté des fonds d'investissement, les grands cabinets de conseil aussi, bien évidemment, du secteur, et qui tous publient aussi des études, etc. Et certaines sont accessibles directement sur leur site web. Donc, c'est toujours intéressant de suivre ces acteurs-là. Voilà. Ça permet de mieux comprendre le domaine dans lequel on évolue. Alors, je parlais des regroupements, des startups, mais au sens large, toutes les entreprises qui interviennent plus ou moins dans le digital et la data ou dans le numérique se regroupent dans des fédérations aussi. Donc en France, il y a une fédération qui s'appelle Numéum, qui s'appelait il n'y a pas très longtemps le Syntec numérique, qui rassemble des centaines d'entreprises de toute taille dans le secteur du numérique. Alors, et ils sont là aussi pour faire connaître tous ces métiers-là, toutes ces activités. Donc c'est aussi une bonne idée finalement de suivre un acteur comme Numéum, et puis il y en a bien d'autres, bien évidemment. Et je sais que des acteurs comme Numéum aident aussi les entreprises à recruter d'ailleurs, puisqu'elles
puisqu'elles rassemblent un petit peu tous les besoins en recrutement des entreprises. Elles peuvent être aussi un filon, un chemin pour arriver plus tard vers un job potentiel. Oui, et puis suivre leurs publications, leur site web, ça permet de comprendre aussi finalement les profils dont ont besoin les entreprises ou les acteurs publics. C'est quoi? Donc ça veut dire quelles compétences, moi en tant qu'étudiant, je vais devoir développer et sur quel métier ces entreprises se positionnent. Et comme c'est des métiers qui évoluent très vite. Comme vous le disiez tout à l'heure, ça va tellement vite. Voilà, c'est le cœur, j'ai envie de dire, de ce qui passe là-dedans. Donc se connecter à ces acteurs, c'est un moyen d'être au courant. Voilà. Et c'est important d'être au courant. Vous le disiez en introduction, Florence, je crois que quand on veut se positionner et puis candidater dans des formations dans ce domaine-là, c'est important de montrer qu'on est au courant et de montrer qu'on s'intéresse parce que tout à fait. Et de montrer un petit peu de culture. Voilà, de culture, de savoir de quoi on parle sans être un spécialiste. Mais c'est important. Et en plus, moi je dirais, se renseigner comme ça, s'informer, ça permet à chacun finalement d'affiner un petit peu son projet et de se dire moi j'aimerais bien, je sais pas, faire du data marketing dans tel métier, ou je voudrais être chef de projet en pub digital, ou je voudrais être un data engineer dans telle entreprise. Donc, ça permet d'affiner un petit peu son projet et de se donner un petit peu une idée de ce qu'on veut faire. Et ça, les équipes d'admission dans les écoles, elles apprécient beaucoup et c'est ce qu'on appelle la qualité du projet, bien évidemment. Très bien. Un autre acteur. Alors un autre acteur, c'est souvent ce que disent les anglo-saxons, hein, c'est the elephant in the room, bien évidemment, c'est les gros acteurs incontournables. Donc quand on parle du digital et de la data et de la tech en général, c'est ce qu'on appelle les GAFAM et les BATX. Alors c'est quoi? Alors les GAFAM… Il y a un M maintenant? Alors il y a un M, maintenant on appelle ça les GAMAM. Alors ça veut dire quoi GAFAM? Ça veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Donc ça, c'est les acteurs américains. Les gros acteurs. Voilà. Et Facebook, comme vous le savez, Florence, a changé de nom il y a quelques mois. Maintenant, Facebook, le groupe Facebook s'appelle Meta. L'application reste Facebook, mais le groupe s'appelle Meta. Donc c'est les GAMAM. Et l'équivalent en Chine, alors tout ça, c'est des acteurs américains. Et les acteurs en Chine, c'est BATX. Hein, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Voilà. Ce sont des mastodontes en fait, en termes de taille, qui travaillent sur la tech et qui investissent, figurez-vous Florence, des dizaines de milliards de dollars chacun, chaque année, dans ces domaines du digital et de la data, dans la R&D, dans l'innovation, dans le marketing. Donc ce sont des monstres, des entreprises absolument énormes, donc forcément qui ont une influence énorme évidemment sur ce secteur. Je vais vous donner un exemple. Apple vient de franchir un niveau de valorisation de 3 000 milliards de dollars. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Florence, si vous avez envie d'être l'actionnaire unique d'Apple, il faudrait que vous fassiez un chèque de 3 000 milliards de dollars. C'est pas pour tout de suite encore. Hein. Juste pour vous donner une idée, c'est légèrement supérieur à toute la richesse produite en France par an. Ouais. Le PIB français, c'est à peu près 2500, 2800, 1000 milliards de dollars. C'est presque inimaginable en fait. Donc c'est presque inimaginable, mais ça veut dire finalement… Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres qu'on a du mal à comprendre? Ça veut dire qu'ils ont des ressources financières phénoménales pour faire de la recherche et de l'innovation. Et donc forcément… Et embaucher, bien évidemment. Et donc forcément, il faut regarder ce que font ces acteurs-là. Ils ont effectivement des bureaux en France, en Europe, ce sont aussi des employeurs tout à fait intéressants. Donc ce sont des guides pour les grandes tendances de la tech. Hein, et puis… sentir vers où va le marché. Voilà, parce que comme eux, ils mettent beaucoup d'argent, forcément, le marché va un peu là où ils vont aller. On appelle ça aussi les big tech, la big tech. Très bien. Voilà. Alors, des acteurs qu'il faut absolument prendre en compte, il ne faut surtout pas oublier, c'est les acteurs publics, hein, bien évidemment, qui sont à connaître et suivre. Qu'on ne connaît pas forcément, on se dit mais qu'à faire le secteur public. Alors moi, j'en citerai deux en France. La BPI France, hein, qui est une banque publique d'investissement, qui est une filiale de la Caisse des dépôts en France, et qui investit énormément dans les startups et dans l'innovation. Ils publient énormément de rapports, ils financent des événements pour les startups, ils investissent dans des startups, donc bien évidemment, notamment dans tout ce qui est deep tech, hein, c'est-à-dire la tech qui vient de la recherche fondamentale. Donc, je pense que c'est important aussi de suivre ce qu'ils font. Voilà. Et puis, il y a le gouvernement français aussi, hein, puisque le gouvernement dispose d'un secrétariat d'État au numérique. Hein. Aujourd'hui, le secrétaire d'État au numérique s'appelle M. Cédric O. Et ça peut être une bonne idée de le suivre aussi, par exemple, sur LinkedIn ou sur Facebook, parce qu'il publie beaucoup d'informations et ça dit aussi beaucoup de ce qui se passe en France, et notamment dans le secteur de l'emploi et des nouveaux métiers du digital et de la data. Très bien. Les acteurs publics.
Voilà. Alors, il y en a plein d'autres hein, d'acteurs de l'écosystème. Bien évidemment, je ne les ai pas tous cités. Je peux vous conseiller un site qui s'appelle avise.org. Donc, je crois que on mettra le lien sur l'émission. Alors, je pense qu'aussi, il y a des médias, bien évidemment, qui est intéressant de suivre. Bon, j'en citerai deux que je suis moi personnellement. C'est l'usine digitale, qui est une émanation de l'usine nouvelle, donc qui est très orientée économie et applications industrielles. Business et tech, en fait. Voilà. Et il se trouve que l'usine digitale, il n'y a pas besoin de s'abonner. On peut s'abonner gratuitement à la newsletter quotidienne. Moi, je reçois tous les matins une newsletter et ça m'apporte beaucoup d'informations. Il y a aussi le site, par exemple, silicon.fr qui est très intéressant, mais il y en a plein d'autres. Et puis, un tout dernier sujet. Alors, un dernier sujet, je pense que pour aider chacun un peu à s'orienter, je crois que c'est bien d'avoir en tête un peu les grands sujets aujourd'hui du domaine digital et data. C'est quoi les grands sujets d'aujourd'hui? On s'en reparlerait dans un an, la liste sans doute évoluerait un petit peu. Moi je vais vous en proposer quelques-uns et pour bien illustrer, je vais vous illustrer avec un grand acteur français du domaine parce qu'en France on a de très très beaux champions dans tous ces domaines-là. Alors très rapidement parce qu'il nous reste une toute petite minute. Alors en une minute, premier secteur, le secteur des jeux vidéo, ça parle aux jeunes qui nous écoutent bien évidemment. Et le métavers, c'est un petit peu l'évolution des jeux vidéo. Donc il y a un acteur qui s'appelle Ubisoft, qui est un champion mondial des jeux vidéo et qui est un acteur français qui recrute beaucoup. Ensuite, il y a le domaine du data marketing, qui est un domaine qui se développe énormément. Et là, je citerai un acteur qui s'appelle Epsilon France, qui est une filiale du groupe Publicis, qui est un champion mondial de ce domaine-là. Alors, les logiciels, bien évidemment, au sens très large, je citerai un champion aussi français qui a une dimension mondiale, qui est Dassault Systèmes, un super champion du domaine. L'intelligence artificielle, alors il y en a plein. Je vais en citer un industriel qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle Thales, un acteur de la défense, de la sécurité, du transport, de l'aéronautique. Eh bien, je trouve que c'est intéressant d'aller regarder ce que fait Thales sur l'IA. Ils publient, ils font de la recherche, ils font de l'innovation. Et donc, ça montre bien comment l'IA contribue à toute la transformation numérique de l'industrie. La cybersécurité, bien évidemment. Sujet absolument clé et transverse de ce domaine digital et data. Je citerai Orange Cybersécurité, qui est la filiale d'Orange dédiée aux services en cybersécurité, qui est un champion mondial. Et puis pour terminer, le cloud computing, dont on parle beaucoup. Et là, je citerai aussi un champion français qui vient d'entrer en bourse, qui s'appelle OVH. Eh bien super, voilà un tour d'horizon de cet écosystème digital et data. Je suis sûre que vous avez noté, et puis n'hésitez pas à regarder d'ailleurs les replays par la suite pour pouvoir noter toutes les entreprises, tous ces acteurs, prendre contact, les suivre sur les réseaux sociaux, puisque c'est une richesse dont il ne faudra absolument pas se passer, donc ce serait dommage de se passer. Merci beaucoup François pour ce partage, et puis à bientôt. À bientôt. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors on va débuter ensemble une nouvelle séquence qui est dédiée à un sujet qui devrait plaire à beaucoup de lycéens qui nous suivent aujourd'hui, qui est la relation entre digital et engagement. C'est un sujet, et l'engagement c'est un sujet auquel la nouvelle génération est particulièrement sensible. Et on trouve que toi Maxime, tu es plutôt un très très bon exemple de cette envie de donner du sens à sa vie professionnelle. Tu as donc cofondé Wise. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de ta start-up ? Alors Wise, c'est une solution pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent plus du tout communiquer, qui sont atteintes par une maladie qui les ont paralysées. Et on va leur permettre, avec une paire de lunettes connectées, de pouvoir retrouver la communication avec les yeux. Donc c'est un projet qu'on développe avec les patients, avec le personnel médical, avec les associations. Et le but, c'est qu'ils puissent retrouver une autonomie de communication, parce que sans communication, on ne fait plus partie de la société. C'est vraiment la technologie au service de l'engagement par essence. Et au service de l'humain. Tout à fait. Alors justement, en parlant d'humain, je suis allée voir ton profil LinkedIn. On en parlait tout à l'heure. Alors, tu as un titre qui sort complètement du lot. C'est « Humain », c'est le seul titre qui me définisse. Et c'est pas faux, parce que finalement, quand on te rencontre, cette dimension humaine, tu vois, tu l'as dit, au bout de 2 phrases, le mot « humain » était déjà lâché. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours justement et quel a été l'élément déclencheur de ton engagement pour cette dimension humaine ? L'engagement, je crois qu'il est inhérent après aux personnalités, à certains tempéraments, et c'est quelque chose qui m'a toujours porté. Je sais que dans tous mes projets, même depuis tout jeune, j'ai toujours eu envie de m'engager pour des causes, pour le collectif, pour des amis, pour ma grand-mère avec le projet Wise justement, parce qu'elle était atteinte par une pathologie qui l'a paralysée.
Donc ça a toujours été un carburant, un moteur dans mes actions, dans mes projets et dans mes études par la suite et jusqu'à aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Et d'ailleurs, tu as même un engagement politique, je crois, non ? Exact, ouais. Je suis élu adjoint au maire dans la ville dans laquelle je vis depuis tout jeune. Donc je rends à la ville ce qu'elle m'a offert pendant toute ma vie. Donc c'est à Jouy-le-Moutier, à côté de Cergy-Pontoise. J'aimais bien, tu me présentais ton rôle en disant les élus, c'est un petit peu les délégués de la classe de la ville d'ailleurs. Ouais, c'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Quand j'étais plus jeune, donc je crois que j'ai toujours été délégué pendant tout primaire, collège, lycée, ça m'a toujours porté. Et puis on est délégué sur des sujets bien précis une fois qu'on est à la mairie. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée de mener des projets. Donc moi je suis sur la transition écologique, la démocratie participative, la transition numérique et l'urbanisme, l'aménagement du territoire. Donc ça fait vraiment une délégation assez large. Et sur tous ces sujets-là, je me dois de faire comme un délégué de classe, discuter avec la population, avec les parties prenantes, avec les différents organismes et essayer de faire les meilleures politiques possibles pour la ville et le territoire. C'est vraiment un rôle de médiateur, de catalyseur. On peut le voir comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un chef qui décide tout seul, etc. C'est souvent l'image qu'on a de décideurs. Je crois que les vrais décideurs sont ceux qui vont vraiment discuter avec toutes les personnes concernées par l'ambition portée au travers du collectif, la dimension collective. Et l'humain, on revient à l'humain. Eh ben voilà. Pour arriver à ce parcours, tu as débuté par quelle formation ? Alors, j'ai fait un bac STI 2D. Donc, je faisais partie des rares à faire STI 2D pour après aller en école d'ingénieur. Donc, j'ai été à l'ECE Paris. C'est possible aussi, hein, c'est possible, il faut y croire et c'est de plus en plus possible. Et surtout depuis que je crois que le monde académique se rend compte que dans des bacs technologiques, on apprend aussi des matières qui sont plus précises et plus pertinentes par rapport aux majeurs qu'on va choisir en 4e et en 5e année. Moins général. Moins général, c'est vrai. Donc peut-être qu'en maths, on va un peu moins profond dans les sujets. Mais derrière, on a d'autres champs qui nous sont ouverts. Et donc, on va pouvoir, une fois qu'on rentre en première année d'école d'ingénieur, et moi, ça a été le cas, s'entraider avec, là, c'était les bacs S à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et donc, on échangeait et on s'entraidait. Ils nous aidaient sur les maths, on les aidait sur des sujets un peu plus pratiques. Et donc ça m'a porté comme ça sur toutes mes études. Donc après, j'ai fait l'école d'ingénieur ECE Paris, les 5 années, avec une majeure en énergie et environnement. D'accord. Et tu n'as pas utilisé cette majeure ou est-ce que tu t'en sers aujourd'hui ? Alors, je m'en sers, oui. Alors, parce que mon bac STI de D, donc c'était dans le développement durable avec énergie et environnement. Et donc j'ai voulu le CE Paris parce qu'il y avait cette majeure-là et qu'à l'époque, il y avait très peu d'écoles qui proposaient cette majeure-là, donc cette spécialisation. Et donc j'ai voulu aller dans cette école-là parce que ça m'a toujours porté l'engagement environnemental. Au gré d'associations, etc., j'ai pu m'engager dans cette cause aussi. Agir. Et derrière, aujourd'hui, j'utilise encore ça dans mon rôle d'adjoint au maire, parce que l'aménagement du territoire, ça doit être durable, parce que la transition écologique, c'est du développement durable. Et donc tout ça, ça m'aide encore aujourd'hui. Et surtout, j'ai poursuivi mes études après l'école d'ingénieur dans 2 autres masters qui étaient aussi dans le monde du développement durable. Donc c'est vraiment quelque chose qui me porte. Mes études se sont vraiment consacrées à Tout est complémentaire. Oui. On va revenir à ton engagement. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que l'injustice, est-ce que ça t'énerve ? Est-ce que ça te révolte ou est-ce que ça t'inspire ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu les 3 sujets. Oui, ça fait les 3. Ça fait les 3. Et même, je pense que c'est un processus. L'injustice s'énerve au début parce que c'est fondamentalement l'injustice, c'est toujours quelque chose qui fait réagir. Qui fait réagir et qui ensuite du coup révolte, amène à ce sentiment de finalement je dois faire quelque chose et c'est ce qui nous pousse à agir. Et donc c'est vraiment un parcours dans ce sentiment d'injustice qui fait que ça devient un carburant pour vraiment faire des choses derrière, faire des projets. Et au gré de mes projets, je me suis rendu compte, projets personnels mais qui ont été la plupart collectifs, je me suis rendu compte que ça a souvent été soit un élément déclencheur, soit vraiment ce qui nous a porté tout au long du projet et tout au long de l'histoire. C'est ce qui a été le cas pour Wise d'ailleurs. C'est l'histoire de ta grand-mère qui t'a fait réagir. Alors, ma grand-mère ayant eu une maladie qu'on appelait Creutzfeldt-Jakob, donc c'est un nom un peu barbare, mais c'est plus souvent connu sous le nom de la maladie de la vache folle.
mais d'une manière héréditaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu son état se dégrader pendant 1 an et demi. Et donc, on ne partage plus la vie de la même manière avec un être aimé une fois qu'il a cette pathologie, parce qu'il ne peut plus marcher, ensuite il ne peut plus manger tout seul, après il ne peut plus parler. Et il n'y a que les yeux qui bougent. Et même si on connaît la personne et qu'on la regarde dans les yeux, on sent qu'elle a plein de choses à nous dire et qu'on n'est pas capable. Oui, tout à fait. Et donc ça m'a apporté vraiment... c'est ce qui a aussi conditionné mon choix d'aller dans une école d'ingénieur. Et je me suis dit, en fait, faire une école d'ingénieur, ça rejoint à la fois ma passion pour l'environnement et ce combat-là qui était au fond de moi et qui bouillonnait un peu, mais je pensais que j'allais le faire plus tard. Et j'ai eu la chance de rencontrer 2 amis formidables à l'école qui sont aujourd'hui mes co-associés dans le projet WISE. C'est pour ça que tu as cofondé WISE. J'ai cofondé WISE, tout à fait. Tout seul, ça n'aurait jamais été possible. Alors à la base, c'était un projet étudiant qu'on a fait pendant l'école d'ingénieur et qui s'est ensuite transformé en start-up. Et sans ces 2 personnes-là, qui sont elles aussi très engagées, on n'aurait pas pu faire ce projet. Et donc il y a aussi ça dans le sentiment de révolte. Et quand on agit ensuite, il faut savoir s'entourer et s'épauler de personnes qui portent le même combat. Embarquer. Tout à fait. Ouais. Alors je ne sais pas si je les ai embarqués, peut-être qu'ils m'ont aussi embarqué. En fait, on s'embarque mutuellement. Il n'y a pas forcément dans ces moments-là de capitaine à bord. Il y a plutôt des matelots qui décident d'aller le plus loin possible ensemble. De vivre l'aventure ensemble, de s'embarquer sur le même bateau ensemble. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Est-ce que c'est la tech ou est-ce que c'est l'engagement? Parce qu'il y a quand même les 2 sujets, il y a le faire et puis il y a la raison. Qu'est-ce qui prime pour toi dans ta démarche? Pour moi, la technologie est un sujet de réflexion et un outil pour permettre certaines formes d'engagement et certains projets. Donc je ne vois pas la technologie, je ne sais pas si c'est véritablement une passion. Je pense qu'il faut y avoir une affinité quand on fait des projets comme cela. Il faut être capable de la comprendre, il faut être capable de la sentir, de l'anticiper, même d'anticiper ses évolutions. Et donc en cela, c'est plus un outil de réflexion, un concept de réflexion. Et après, avec ça, on va l'utiliser pour faire tout un tas de projets. Donc non, je suis plus passionné par l'engagement parce que c'est la concrétisation de l'usage des technologies, si on est dans des projets technologiques. Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant en somme, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc du fait, tu ne te définis pas comme un geek? Non, je ne pense pas. Alors j'adore les geeks, en vrai, parce qu'ils font... justement, il faut des passionnés de tout. On a besoin d'eux aussi. Il faut des passionnés de tout, et donc il faut aussi des passionnés de technologie. Et j'ai eu plein d'amis geeks qui m'ont émerveillé tout au long de mes études parce que finalement, ils rajoutaient de la poésie dans la technologie. C'est-à-dire qu'ils en parlaient d'une manière qui, pour moi, c'était parfois un peu hermétique dans la compréhension. Et ils parvenaient à me la faire comprendre d'une autre manière, à me faire saisir un peu toute la beauté de la technologie, parce qu'il y a aussi du beau dans la technologie. Et tout ça, oui, amène à se rendre compte que c'est pas qu'un sujet comme ça un peu pour juste une catégorie de personnes. Les geeks sont des personnes qui nous aident à voir un peu mieux comprendre la technologie. Et d'ailleurs, tu avais un exemple qui me démontrait un petit peu que tu étais même un anti-geek. Tu disais que des fois la solution n'était pas dans la technologie. Quand on a préparé cet échange, tu me parlais d'un atelier pendant la pandémie. Pendant la pandémie. Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que c'est assez... Oui, tout simple. Hein. On avait fait, donc, dans ma commune, il y avait beaucoup de personnes âgées et on faisait face à une pénurie de masques au début de l'épidémie de Covid-19. Et en fait, on a décidé, avec d'autres camarades, hein, j'étais pas tout seul de ma ville, de faire finalement des ateliers de couture. Et on a ressorti les vieilles machines à coudre, donc il fallait réapprendre ces vieilles machines-là, etc. Donc c'était assez marrant. Et on a fabriqué plein de masques, je crois qu'on a fabriqué en tout 7000 masques pour une population de 16 000 habitants, donc on a vraiment... Bien travaillé. Ouais, voilà. On a vraiment fait beaucoup de choses et surtout on a fait des masques qui étaient homologués AFNOR à ce moment-là, donc ça devait respecter certaines normes, ils devaient être faits d'une certaine forme, etc. Et on se rend compte que en fait, les normes AFNOR, elles étaient un peu compliquées à comprendre. Si on voulait le faire chez soi, c'était un peu compliqué. Enfin, c'était au début, tout le monde était un peu perdu, on comprenait pas très bien le Covid, comment ça fonctionnait, comment on l'attrapait, etc. Donc c'était un peu le flou, un peu un marasme. Et il fallait à ce moment-là qu'il y ait une entraide collective et que ceux qui arrivent à comprendre l'AFNOR puissent transmettre à ceux qui arrivent à faire les masques, qui puissent les faire et ainsi de suite. Et ça fait une chaîne humaine de solidarité au final. C'était plus finalement l'organisation que la technologie. En fait, c'était ta capacité d'organisation qui a primé sur ton savoir-faire technologique. Là, on voit effectivement que
tout ce qui va être technologique, méthodique, etc., ne sont que des outils pour permettre des actions qui, derrière, servent l'humain. Et on parle de tissus et de machines à coudre, des choses qui existent déjà depuis longtemps. Et même l'AFNOR existe depuis longtemps. Donc, en fait, parfois, c'est pas forcément la nouveauté. On pense toujours à la technologie hermétique quand elle est nouvelle, mais c'est pas forcément vrai. Il y a des technologies anciennes qui le sont aussi, des technologies qu'on utilise au quotidien, qu'on sait utiliser, mais on comprend même pas comment ça marche. Un four à micro-ondes, par exemple, il y en a plein qui savent pas finalement, concrètement. Moi non plus, d'ailleurs. Alors que c'est... Mais, et donc, voilà, il y a aussi tout ça qu'il fallait saisir. Et donc, l'école d'ingénieurs aide aussi à raisonner et à comprendre avec ces outils-là, à comprendre les principes de méthodologie et de processus. Et tout ça fait que ça fluidifie derrière des œuvres caritatives et humaines comme celle-ci. Des actions concrètes. Selon toi, c'est quoi l'atout principal de la tech? Tu l'utilises comme un outil, mais qu'est-ce que ça apporte de différent par rapport à des projets, justement? La technologie, si on la regarde d'un point de vue un peu long terme, elle va être primordiale dans l'évolution de l'humanité. On le voit déjà. Et ce qu'elle est intéressant d'une manière un peu plus court-termiste et pragmatique sur des projets, c'est qu'elle permet à des projets qui sont localisés à des endroits, je vais parler juste d'Internet par exemple, de pouvoir décentraliser ce projet-là et de faire en sorte qu'il soit reproduit ailleurs, soit qu'il puisse avoir un impact sur un pays entier, un continent entier et le monde entier. Ne serait-ce qu'avec un site Internet aujourd'hui maintenant, on peut finalement... L'accessibilité, quoi, ça rend la chose accessible. C'est un oui, Internet, je pense que c'est un bon exemple. L'avantage principal, c'est celui-ci. Et après, selon les technologies, il y a d'autres sujets. Mais je pense que la technologie aide à avoir des choses qui soient plus diffuses, plus accessibles, qui soient plus efficientes, plus efficaces. Mais toujours avec, il faut avoir une réflexion en amont d'anticipation des dérives que ça peut avoir, etc. Il y a toute une réflexion à avoir autour. Mais justement, en parlant de dérives, tu interviens auprès des étudiants ingénieurs de l'ECE. Et justement, autour de sujets de l'éthique, quel est pour toi le warning principal que tu partages avec les étudiants de l'ECE, justement? C'est quoi le risque de la tech? Le risque de la technologie, c'est justement, c'est un outil. Donc, c'est comme un marteau. Si on l'utilise mal, on se fait mal. La technologie, c'est pareil. Et il faut le voir comme ça. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des dérives de technologie qu'on ne maîtrise pas forcément. Ou alors, on peut développer une technologie et se dire qu'elle est vraiment bénéfique pour tout le monde. Et en fait, de celle-ci, d'autres auront des idées et vont pouvoir l'amener à faire d'autres choses, et ça va amener à d'autres sujets, d'autres situations dans lesquelles elle ne sera pas bonne et saine. Donc il y a toujours c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux étudiants, c'est qu'ils vont être ingénieurs, donc ils vont être forcément à un moment donné confrontés à la technologie, et ça va devenir un outil aussi pour eux, de transformation de la société, parce que c'est aussi un peu le rôle de l'ingénieur à la base. Et j'essaie de leur faire comprendre qu'ils doivent toujours avoir un sentiment de maîtrise et d'anticipation au maximum possible sur ce qu'ils font. De responsabilité du fait. Oui, c'est ça. Il y a aussi de la responsabilité parce qu'on est de plus en plus, je crois, dans un monde qui rejette la responsabilité sur les autres ou sur des organismes, etc. On m'a dit de faire, donc j'ai fait. Enfin, il ne faut pas être dans cette logique-là. Et je pense qu'il faut revenir à un principe de responsabilisation personnelle et essayer de se rendre compte, même quand on est dans une entreprise, même quand on est dans un projet. Et peut-être que si on est vent debout contre justement un projet technologique au sein d'une entreprise, par exemple, je ne pense pas que ça soit malsain d'aller voir les autres et de commencer à faire part de ses doutes. Et peut-être que ça permettra, dans certaines situations, d'assainir cet usage ou l'ambition de la technologie qui est développée. Donc en gros, c'est s'écouter, sentir aussi quand on pense que d'un coup... Alors, je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a le fait de sentir des dérives potentielles de la technologie et puis aussi quand on ne se sent pas raccord avec un usage de la technologie, de ne pas hésiter à échanger en fait. En fait, des dérives, il y en aura toujours. C'est parce qu'il y a des imperfections, parce qu'il y a des esprits qui ne pensent pas forcément au collectif, parce que il y aura toujours des dérives. L'idée, c'est d'en endiguer le maximum. C'est vraiment construire une digue sur ce port, malgré qu'on sache qu'il y aura à un moment donné des tempêtes. C'est vraiment essayer de minimiser au maximum les effets et de prendre conscience des dérives potentielles, de ne pas faire comme si elles n'allaient pas exister, et de vraiment, du coup, anticiper comment, si ces dérives parviennent à exister, comment finalement réagir autour de ça. Et c'est toujours avoir un coup d'avance, en réalité. Ok.
Quelle est l'entreprise Tech for Good qui t'inspire? Il y en a plein. Il y en a plein. Il faut en choisir une. Je vais te dire Solinum de Victoria qui... Victoria qu'on va rencontrer tout à l'heure. Voilà, qui fait un projet formidable et qui est tellement utile. Et là, c'est vraiment justement un usage du numérique qui a une utilité humaine et sociétale absolument pertinente. Et c'est un exemple de projet Tech for Good, et il y en a pléthore en réalité. Et ce n'est pas toujours ceux qui marchent le mieux. On en entend de plus en plus parler parce qu'on met beaucoup plus la lumière et l'accent désormais sur le côté positif, l'impact positif, sur le respect de l'environnement, etc. Alors parfois ça tombe un peu malheureusement dans le bullshit, mais il faut revenir, c'est souvent essentiel et c'est souvent quand même au cœur des projets qui les portent. Et ces projets-là, ils gagnent à devenir connus et à devenir reproductibles. Mais malheureusement, voilà, c'est pas encore une situation où ce sont les projets les plus en vue, ceux qui marchent le mieux, ceux qui ont le plus de moyens, parce que c'est souvent... Ce sera peut-être la vague d'après, c'est ça, seconde... et je pense qu'on est une vague pionnière. Alors je m'inclus dedans, mais on n'est pas figure de proue, mais tout cet ensemble-là de projets Tech for Good est vraiment, je crois, une génération pionnière dans ces projets Tech for Good, qui va permettre à justement d'arriver à une nouvelle génération. Qui, j'espère, elle arrivera à disséminer ses valeurs largement. Top, c'est tout ce qu'on espère. Alors, je te propose maintenant qu'on parle un petit peu plus de ton métier, de ton quotidien. Tu es prêt à tout nous raconter sans filtre? Sans problème. Alors, le temps passe vite, donc il va falloir aussi compter sur des réponses un tout petit peu plus courtes. Ça marche. Qu'est-ce que tu préfères dans ton quotidien? Rencontrer des nouvelles personnes et échanger avec elles pour imaginer de nouveaux futurs. Ça me plaît beaucoup. Faire du ping-pong intellectuel avec d'autres personnes. On peut voir ça comme un match de ping-pong où on est dans la même équipe du coup. Et oui, il y a de ça. Et sinon, c'est parler avec échanger avec les personnes dont on est les plus proches parce que celles-ci nous amène toujours à aller encore plus loin dans les réflexions de nos passions parce qu'elles les partagent souvent et donc ça nous permet de creuser encore un peu plus. Et donc il faut à la fois s'ouvrir à l'extérieur aux autres et en même temps se recentrer sur... je pense que c'est important. Le plus important. Quelle qualité humaine te semble importante dans ton univers? La bienveillance, sans hésitation. Parce que sans elle, on n'avancerait pas aussi humainement. Bienveillance, humain. Quelles compétences, donc là on est plutôt sur le côté hard skills, en tout cas compétences qui te semblent essentielles pour mener à bien des projets? À la fois, alors en hard skills, si on parle vraiment des sujets Tech for Good, de mettre au cœur de son invention les futurs bénéficiaires. C'est ce qu'on a fait avec Wise. Si on n'avait pas été voir les patients et dans notre coin, on aurait fait un super objet, un bijou technologique, mais qui finalement ne répond pas du tout à l'usage, c'est un bijou technologique qui serait parti à la poubelle et c'est dommage. Donc j'encourage les projets tech à aller dans ce sens. Ça passe vraiment par l'empathie en plus. Tu vas faire parler. Tout à fait. On va faire parler et surtout, alors pour nous dans notre cas, dans le domaine du handicap, c'est encore plus précieux parce que c'est des personnes qui ne font plus partie de la société parce qu'elles arrêtent de travailler, elles ne peuvent plus. Elles sont chez elles dans un lit. Elles sont avec leur famille qui devient plutôt des aidants que des proches. Donc en fait, il y a une relation qui change et elles ne peuvent plus rien faire. Elles ne sont plus comprises, elles ne peuvent plus écrire, bref, tout un tas de choses. Et là, on les remet dans l'action. Au centre. C'est ça. Et ils redeviennent finalement acteurs. Et je crois que c'est de rendre les bénéficiaires acteurs de la technologie dont elles vont bénéficier. Je trouve que c'est assez beau. Et c'est un vrai savoir-faire en plus. Je pense que ça demande de la méthodologie, comment est-ce qu'on va réussir à les faire parler. Il y a à la fois un côté méthodologique, une dimension humaine, il y a un mélange d'expertise. C'est indéniable. D'expertise et de dimension humaine. Alors de l'expertise, oui, parce que c'est des méthodes qu'on apprend aussi tout au long de nos études, mais derrière, il y a aussi un ressenti humain. Cet été, on a fait un tour de France en camping-car pour aller voir les patients pendant 2 semaines. Et donc on arrivait chez le patient, on toquait, on ne les connaissait pas et finalement très vite on se rend compte qu'on casse un peu la barrière d'une entreprise vient vous voir, c'est plutôt on échange entre humains sur un sujet qu'on connaît, la maladie, qui est une injustice en soi, on revient à l'injustice, et qui du coup amène à rapprocher les gens et donc nous on est très proches de nos futurs bénéficiaires et c'est ce qui aussi nous motive au quotidien. Super. On va terminer avec la question du public. Alors une question qui a été... pour toi, choisis, si vous pouviez changer une seule chose dans votre vie professionnelle, qu'est-ce que ça serait?
C'est une bonne question, ça. Hein, parce que moi, j'ai l'impression que tu as toujours fait tes choix, que tu n'aurais rien à changer ici. En fait, je crois qu'il ne faut rien changer. C'est même pas, même quand on a des regrets, je crois qu'il ne faut pas changer parce que il faut, la vie s'écrit en continu. Et donc, il ne faut jamais revenir sur ce qu'on a cru. Pas revenir en arrière. Non. Le regret, il faut comprendre pourquoi on le regrette. Et donc, ça vient souvent d'une erreur, ce qu'on pense être une erreur. Et donc, de cette erreur, il va falloir capitaliser dessus et donc apprendre à mieux gérer ce genre de situation et peut-être à apprendre des choses intéressantes dans cette erreur et donc à s'enrichir soi-même et enrichir les autres de son erreur. Et donc, je crois qu'il y a, hormis des erreurs gravissimes, je crois qu'il ne faut rien regretter du parcours professionnel et plutôt rebondir sur ça. C'est plutôt les erreurs, elles ont cela d'intéressant qu'elles permettent de se re-questionner finalement sur ce qu'on vient de faire sur l'étape d'avant. C'est ce qui t'a permis d'être là aussi. Oui, bien sûr. Des erreurs, j'en ai fait plein. Ça fait partie du chemin en fait. Tout le monde fera des erreurs. Moi j'en ai fait plein et je continuerai d'en faire et fort heureusement. C'est tout ce qu'on te souhaite. Oui, voilà, c'est presque ça, je me le souhaite. Merci beaucoup Maxime. C'était un témoignage inspirant, sympathique. Enfin voilà, vraiment un vrai petit bonheur de voir autant d'énergie, de conviction et puis d'expertise, hein, parce qu'on sent aussi qu'il y a une vraie maîtrise et même si tu dis il y a toujours ce côté work in progress, mais il y a un vrai travail. D'ailleurs, juste, où est-ce qu'on peut te suivre pour suivre tes projets? C'est où? Alors, tu ne mets pas LinkedIn, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Mais si, bien sûr. Sur LinkedIn, si vous voulez qu'on échange pas de souci, avec grand plaisir. Et après, sinon, vous pouvez suivre le projet WISE sur les réseaux sociaux WYES, donc sur Facebook, Instagram et LinkedIn d'ailleurs. Parfait. Donc voilà, avec grand plaisir pour échanger. Et bien maintenant, Maxime, je te propose qu'on questionne cette fameuse entrepreneur dont tu parlais tout à l'heure et qui t'inspire, Victoria Mandefield. Elle est également ancienne élève de l'ECE, l'école d'ingénieurs du groupe Omnes Éducation. À bientôt, Maxime. Merci pour l'accueil. Merci. Bonjour Victoria. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui déjà. Tu es la fondatrice et la DG de Solinum et tu es également administratrice générale pour la Croix-Rouge. C'est classe, hein, déjà comme titre. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment est-ce que tu as abouti à la création de Solinum? Alors du coup, moi j'ai lancé Solinum pendant mes études d'ingénieur à l'ECE Paris. À l'époque, je faisais beaucoup de maraudes, donc en fait c'est des distributions alimentaires auprès des personnes à la rue et surtout la création de liens sociaux. Et puis je me rendais compte que j'arrivais pas à orienter les personnes en situation de précarité. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai commencé à faire une liste sur mon portable qui est devenue plus tard un Excel, qui est devenu un site internet et qui est devenu aujourd'hui SoliGuide, une cartographie de tous les lieux utiles aux personnes en situation de précarité, qui référence des lieux comme les distributions alimentaires, les douches, les permanences juridiques, l'accompagnement social, etc. Dans 20 départements en France. Donc, dans 20 départements en France? Tout à fait. 22 bientôt. Et donc ça se développe au fur et à mesure. Comment ça a démarré à Paris? Ça a démarré à Bordeaux et Paris, qui sont un peu mes deux territoires de cœur. Et puis progressivement, le besoin social étant partout, on a progressivement couvert toute la France. Enfin, toute la France, pour l'instant, une partie de la France. Surtout avec la crise sanitaire qui a mis en évidence que la question de l'information à jour pour les publics précaires a été vraiment cruciale, notamment pour la question d'aide alimentaire. Et tu as combien de personnes dans ton équipe? Depuis hier, on est 33 salariés au sein de l'équipe de Solinum. Félicitations. Et Solinum à quel âge? Solinum est un beau bébé qui existe depuis 2016 du coup. Et je suis passée à temps plein, j'ai commencé à salarier des personnes en 2018 quand j'ai été diplômée. D'accord, génial. Et donc tu me racontais quand on a préparé cet entretien qu'il y avait des profils et des typologies de collaborateurs super variés en fait. Oui, il y a des personnes ultra variées dans mon équipe, des personnes qui sont reconverties, des personnes qui sont passionnées par le social ou qui ont fait des chemins un peu plus atypiques pour arriver là. Et moi, c'est une des choses que je préfère dans mon travail aujourd'hui, c'est de faire évoluer ces personnes. Et de tous les âges en plus. Et de tous les âges, de 22 à 55 ans. Donc ça ne touche pas que la génération Y, Z qui est très engagée en fait. Voilà, et ça s'adapte à des profils très différents. Alors, tu as le côté tech, puisque ce que tu as créé, c'est un outil technologique. Tu peux nous en dire un peu plus? Donc c'est une appli? Un site internet? C'est surtout une base de données. C'est pas du tout sexy de dire ça, mais SoliGuide, c'est avant tout une base de données de qualité à jour qui référence tous ces dispositifs. C'est le plus important finalement. C'est le fond, c'est la matière brute. Si elle n'était pas, même si l'ergonomie de l'application du site était géniale, mais le contenu pas à jour, ce serait pas forcément utile. Ah bah ça pourrait être même dangereux. Moi, quand j'oriente les personnes en situation de précarité, si je les oriente vers une structure qui est fermée ou qui n'est pas adaptée, je peux vraiment
casser leur parcours de réinsertion, donc c'est très important. Donc cette base de données, ensuite on la met à disposition. On a un site internet, soliguide.fr, une application mobile, on a des bornes interactives, on a des listes papier aussi, il n'y a pas que le numérique dans la vie. Et puis on a une API, pour les gens un peu techos, qui nous permet de partager ces données avec tout un tas de personnes. C'est intéressant parce que tu as à la fois le côté data comme ressource au départ et digital dans le support, dans les manières d'apporter ces informations en fait, au maximum de personnes, aux personnes qui en ont besoin. Tu as vraiment les deux facettes. Alors, il y a plusieurs facettes aussi. Alors, tu as une facette tech, puisque tu as une formation d'ingénieur à la base. D'ailleurs, tu avais fait quoi comme majeur à l'ECE? J'ai fait une majeure énergie-environnement, donc clairement, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Mais par contre, un autre type d'engagement. Mais il y avait déjà, en tout cas, une envie un peu de faire bouger les choses, j'imagine. C'est ça. Ce que tu as appris te sert quand même, non? Ce que j'ai appris, de toute façon, est toujours hyper transverse. Et en fait, tu peux tout appliquer. Moi, typiquement, dans mon équipe, j'ai des personnes qui viennent de l'hôtellerie-restauration et ce qu'ils ont appris, ça leur sert aujourd'hui. Comme quoi, tout peut servir. Tous les chemins apportent, il n'y a pas d'erreur. Tous les chemins mènent à l'impact. Tous les chemins mènent à l'impact, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors oui, donc on parlait de tech, ton profil tech, et puis un côté engagement. Qu'est-ce qui pour toi prime? C'est le kiff de la tech ou est-ce que c'est plutôt le côté engagement? Pour moi, c'est la tech vers l'engagement. C'est-à-dire que la tech, c'est vraiment un outil, un moyen qui permet aujourd'hui d'avoir de l'impact. Et donc du coup, c'est dans ce chemin-là, mais toujours l'engagement comme finalité. C'est au service. Exactement. Est-ce que tu te définis comme une geekette? Une geek? Une geekette, quel terme? Je sais pas si ça se dit geekette, mais je crois, il me semble. J'ai déjà entendu. Dans le terme classique de la vieille qui joue à des jeux vidéo, absolument, ça c'est sûr. Ah si, j'aime bien parce que le début de la phrase et la fin sont assez surprenantes. Donc tout à fait, donc tu es une fan de jeux vidéo? Oui, mais ça on ne le dira pas. Chut, non mais il n'y a personne, de toute façon on n'est qu'à deux. Promis, je ne le répéterai pas. Et pour le côté tech, moi je suis un peu chez Soinim Master Bidouille. Donc je suis passionnée par tout ce qui va être automatisation, optimisation. Dès que je dois faire un truc plus de 2 fois, ça veut dire qu'il faut que je l'automatise. D'accord. Et je suis madame prototype. C'est ça le côté master bidouille. C'est ça. C'est le côté prototype. C'est ça. Tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est intéressant, ça montre aussi la manière dont tu appréhendes, on va dire, les projets sur lesquels tu travailles. Bah, ce qui est hyper important sur quoi on travaille, c'est d'avoir de l'impact. Et donc du coup, on va essayer de maximiser le rapport entre l'effort qu'on fait et l'impact qu'on va avoir. Donc souvent, on va prototyper des choses en faisant le truc le plus dégueu qui a le plus d'impact. Prototyper, ça veut dire que c'est la toute première phase. Tu as une idée. Parce que, voilà, comme ça, on est sûr que tout le monde comprend. Tu as juste une idée, un petit bout d'idée, et tu essaies tout de suite, tu rentres directement dans le code, donc tu codes encore? Ouais. Typiquement, aujourd'hui, on a une plateforme qui permet de mettre en relation des femmes sans abri et des hébergeurs qui ont de la place chez eux. Donc ça, on est en train de le prototyper, de le tester sur 2 territoires. Et donc du coup, je suis en train de tester plein de fonctionnalités. Dès qu'il y a des nouvelles demandes, je les rajoute, etc. Donc ça, c'est toi qui fais ça. C'est parti trash un peu du début, comme tu dis, un peu crade. J'adore ça. Et après? Et après, j'ai une vraie équipe de vraie tech. J'aime bien une vraie équipe de vraie tech. Des gens qui font des choses propres. C'est des savoir-faire différents, je pense. Hein. Parce que toi, tu dois avoir beaucoup de créativité du fait. C'est vraiment, tu pars de zéro, en fait, de la page blanche. Ça demande de la créativité, mais en fait, surtout une capacité à voir quel est le vrai besoin. Comprendre. C'est ça. Quand tu as un utilisateur qui te demande, par exemple, une fonctionnalité, de réussir à découper en disant quel est le truc, en fait, qui va être le plus utile là-dedans. Si je fais, je sais pas si tu connais la règle des 80-20, mais généralement, on dit qu'on fait 80% de l'effort pour 20% du résultat et inversement. J'essaie de me concentrer sur les 20% d'efforts qui vont donner 80% du résultat. Ah, t'as raison, c'est un focus important. Qu'est-ce qui t'intéresse finalement dans le digital et la data? Qu'est-ce que ça apporte à tes projets engagés? Pourquoi utiliser? Tu vois, quelle valeur ajoutée ça apporte particulièrement? Ça apporte dans le monde de la solidarité, de l'efficacité et de l'humain. On pourrait croire le contraire, mais en fait, ça permet de... La tech apporte de l'humain? C'est fou. Mais encore, explique-nous tout. Parce qu'en fait, dans la solidarité, il y a tout un tas de choses à faire, et nous, on essaye de faire en sorte que tout ce qui va être hors de l'humain, en fait, on l'automatise au maximum. Typiquement, je prends l'exemple de moi, quand je fais des maraudes avec les personnes en difficulté et que je les oriente. Avant, je passais beaucoup de temps à chercher les structures en me disant « Attends, je vais te trouver le truc. Attends, alors la douche, elle est ouverte. Attends, je les appelle pour vérifier s'ils sont toujours ouverts. » Et tout ça, c'est du temps que je passe pas à échanger. Maintenant, j'arrive, j'ai SoliGuide, je peux les orienter directement, je leur donne l'info en 2 secondes, c'est fait. Et après, je peux leur demander comment ça s'est passé, puis la dernière fois qu'on s'est vu, comment va son chien, etc. Et donc, du coup, on va vraiment mettre l'humain au cœur au final. Automatiser tout ce qui peut l'être pour ensuite gagner du temps sur ce qui est important. Exactement.
D'accord, très bien. C'est très intéressant ta vision des choses. Alors ça a l'air fabuleux, la tech, ça a l'air complètement magique, mais est-ce qu'il y a des dérives que tu perçois dans l'usage du digital ou de la data et qui peuvent te préoccuper? Y a des questions de data qui vont être un peu classiques dont on entend parler au quotidien. C'est des questions notamment de protection des données personnelles. Et dans la solidarité, ça va être un vrai sujet. Parce que c'est des personnes qui vont avoir un parcours qui va être un peu spécifique. Et puis demain, si on a un changement de gouvernement et que les personnes ont accès à un registre complet de toutes les personnes en situation de précarité, imaginons, ça peut devenir compliqué. Si ça ne tombe pas dans des bonnes mains, ça peut poser problème. C'est ça. Donc c'est la sécurité autour des données et est-ce que tu vois des solutions par rapport à ça? Pour moi, les solutions, c'est avant tout de l'humain, parce qu'au final, la tech, la data, selon la personne qui l'utilise, ça peut faire à la fois du bien ou du mal. C'est assez neutre en fait, c'est un outil. On ne dit pas qu'un marteau, c'est le mal. Et là, c'est pareil, je pense que c'est important qu'on soit tous formés sur les questions d'éthique dans l'utilisation, notamment côté ingénieur, pour qu'on sache bien faire les choses et ne pas utiliser nos pouvoirs pour le mal. Ouais. Et ça, c'est en plus très subjectif, c'est pas simple à définir. Enfin, il y a une vraie réflexion à avoir autour de ça. Tout à fait. Et dans cet univers de la solidarité, est-ce qu'il y avait déjà de la tech? Est-ce qu'il y avait déjà des choses qui étaient en place? Ou est-ce que c'est vraiment, tu arrives en terrain vierge et tout est à faire? Comment... Je dirais pas que tout est à faire, mais il y a beaucoup de travail parce que le secteur de la solidarité, c'est quand même un secteur qui est assez vieillissant, avec beaucoup de choses qu'on fait avec des bouts de ficelle. On a pris l'habitude dans la solidarité de faire avec ce qu'on a et donc de jamais investir, notamment dans des outils techniques. Et moi, ça m'a pas mal choquée au début parce que je voyais la différence entre les entreprises dans lesquelles je pouvais faire des missions en tant qu'ingé et où on avait des choses incroyables mises à disposition comme moyens, et le monde de la solidarité que je connaissais en tant que bénévole à l'époque, où on essayait de faire ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Alors qu'il y en a un qui me paraissait plus important que l'autre. Et qui en a besoin terriblement. Et qui en a vraiment besoin. Donc du coup, pour moi, c'est un peu ça au final. La tech, aujourd'hui, c'est pas un terrain vierge, mais il y a beaucoup de choses à faire pour rendre plus efficace l'action sociale et pouvoir se concentrer, comme je le disais, sur l'humain. Et comment est-ce que toi, tu es accueilli dans cet univers? Parce qu'on peut se dire justement que, est-ce qu'on te voit comme un atout, justement par rapport à ces acteurs qui étaient là depuis longtemps? La tech, ça fait peur dans l'univers de la solidarité? Ou bien ils se rendent compte très vite de l'impact que ça peut avoir et du fait, ça passe? Ou est-ce que tu as de la pédagogie à faire? Franchement, il faut un peu de pédagogie, parce que c'est pas des métiers... Il y a eu des freins au départ? Ouais, pour les travailleurs sociaux, pour les bénévoles d'un certain âge, etc., ça n'a pas toujours été évident. Mais au final, quand on voit l'impact et qu'il est là, il est mesurable, en fait, il y a c'est la preuve par le résultat. Exactement. Ouais. Depuis le confinement, clairement, il n'y a plus vraiment de doute parce que tout le monde a dû s'y mettre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les questions de fracture numérique. C'est-à-dire C'est-à-dire que, typiquement, nous, on fait aussi des listes papier sur Soliguide parce qu'il y a des personnes qui n'auront jamais accès au numérique. Et c'est comme ça. En fait, chaque fin de phrase ouvre un sujet, une boîte de Pandore énorme de plein... Non, mais tu as raison. Ça tire des fils qui ne sont pas anecdotiques. Hein. Encore d'autres terrains de jeu pour toi par la suite, j'imagine. Ouais. Tu as déjà ça en tête pour la suite. Ouais, une chose après l'autre. D'ailleurs, c'est quoi les prochaines étapes que tu imagines pour Solinum après continuer à se développer en France, à avoir un maillage territorial complet de la France? Aujourd'hui, l'urgence, c'est vraiment d'apporter l'information à toutes les personnes en situation de précarité, où qu'elles soient. On a des demandes tous les jours, partout en France, donc c'est vraiment là où on met le plus d'énergie aujourd'hui, à travers différentes stratégies d'essaimage qui sont un petit peu techniques, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on espère que d'ici 2023-2024, on arrive à faire l'essentiel de la France. Puis après, le reste, pourquoi pas, parce que c'est des besoins dont on a des échos à travers l'Europe aussi. Et est-ce que tu as besoin d'aide sur certains sujets? Je pense qu'il y a des lycéens qui nous écoutent et qui se disent « Oh là là, mais moi j'aimerais trop m'impliquer, m'investir auprès d'elle dans ma région, dans ma zone. » Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que ou ça se joue vraiment avec ton équipe? On recrute des bénévoles au niveau local toujours. D'accord. Et puis sinon, ce qu'ils peuvent faire déjà, c'est s'engager autour d'eux par du bénévolat s'ils ont envie de rejoindre des associations, que ce soit chez nous ou chez d'autres. Et puis tout simplement... c'est aussi dans la vie de tous les jours, faire preuve de solidarité, par exemple avec les personnes à la rue. Le plus impactant, des fois, c'est juste de leur dire bonjour, comment ça va? Voilà, les choses les plus simples peuvent être déjà avoir un impact. Ouais. Est-ce qu'il y a un acteur du secteur, parce que là tu commences à avoir une assise quand même dans cet univers, un acteur du secteur qui t'inspire particulièrement? Pour moi, ce serait la Croix-Rouge.
Je bats un peu pour ma chapelle vu que Oui, j'ai l'impression que je l'ai entendu dans ton titre tout à l'heure. vu que je suis administratrice nationale depuis la rentrée 2021. Ça doit être une belle... Enfin, comment dire, tu as dû avoir l'impression d'avoir abouti à quelque chose, non, ou pas? Ou la symbolique de faire partie de cette association qui est quand même que tout le monde connaît, enfin, qui est une... Moi, personnellement, je suis très très fan de la Croix-Rouge française, surtout parce qu'il y a un potentiel d'impact aujourd'hui. C'est vraiment une association qui est sur tous les départements français, c'est pas rien de le dire. C'est le maillage aussi territorial qui est très puissant. C'est un maillage incroyable, une force de frappe, 17 000 salariés, 60 000 bénévoles, c'est impressionnant. 17 000 ? C'est fou. Wow. Ah, c'est une grosse entreprise, hein. Et avec un impact social fou. Sur tout un tas de leviers, donc sur la lutte contre les exclusions évidemment, mais il y a aussi la question de la petite enfance, il y a la question de la filière textile, il y a tout un tas de choses. Donc moi je suis très très fan de la Croix-Rouge, notamment pour sa capacité d'innovation, parce que c'est une grosse Bertha, hein. Il y a du monde à l'intérieur, mais... Et elle arrive à innover. Mais on arrive à innover, c'est quand même fou, moi je trouve. Ils ont tout un pôle innovation, ils ont un accélérateur. C'est quoi le secret alors? C'est quoi leur secret? Je pense que le secret, c'est de rester toujours à l'écoute du besoin de ses bénéficiaires. Et donc du coup, de là vient toujours l'innovation, parce qu'on peut toujours faire mieux quand on voit toutes les problématiques sociales, environnementales auxquelles on fait face tous les jours. Il y a toujours des choses à faire. Que se connecter au terrain. Et tu m'as parlé aussi d'une start-up d'État que tu aimes bien. Je veux aider, non? Ouais. D'ailleurs, si des personnes veulent s'engager... Ça peut être une piste. C'est pas mal. Sur jeveuxaider.fr, du coup, on peut trouver des missions de bénévolat. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est une start-up d'État, et donc on pourrait dire start-up État. Quel est le lien? Oui, start-up d'État, c'est quoi? C'est financement de l'État ou C'est l'État qui fait des start-up, qui monte des start-up, c'est de l'intrapreneuriat. Et moi, je trouve ça très chouette aussi de donner à voir ce côté-là, parce que moi, quand j'ai commencé l'engagement, je me disais bon non, c'est pas l'État, l'État c'est nul. Alors qu'en fait, le pense service tout de suite public, au monde associatif, parallèle à... Ouais. Le service public, c'est vraiment des personnes qui sont là pour aider au quotidien. Et donc, du coup, moi, je trouve ça génial d'avoir des personnes qui sont dans la machine et qui essayent de bouger la machine. Une vraie illustration et au cœur de la collectivité. Alors, après avoir parlé d'une première séquence de digital et d'engagement, je te propose qu'on parle un petit peu plus de ton quotidien, des métiers du secteur. Toi, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton quotidien? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Moi, j'aime tout dans mon quotidien. Ce qui me fait lever, c'est l'impact. Non, ça marche pas, tout. C'est pas une bonne réponse. En fait, il y a tellement de diversité. Toutes mes journées, elles se ressemblent pas. Je vais avoir des choses tous les jours. Ça va être un petit peu des surprises. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est d'avoir parfois du travail qui va être très technique, où je vais coder des trucs. Parfois, des choses qui vont être dans la relation partenariale. D'aller à la rencontre du terrain. Des fois, je passe du temps avec des associations, des personnes concernées, des institutions. Des fois, je suis à des niveaux nationaux. Enfin, il y a des trucs... dans une journée, ça peut... Il y a plein de casquettes, en fait. Ça c'est vraiment rigolo. Et puis, j'adore faire grandir, évidemment, mon équipe, qui aujourd'hui est composée de 33 salariés et que j'aime tous. C'est grandir l'équipe et grandir les personnes dans ton équipe, c'est ça? Les accompagner aussi pour qu'elles continuent à s'épanouir dans ce domaine? Justement, parmi les personnes qui sont dans ton équipe, est-ce que tu as quelques exemples de métiers tech et engagés qu'on peut trouver dans ta boîte? Parce que ça peut être intéressant pour donner des idées de métiers aux lycéens qui nous suivent. Alors, des métiers dans la tech, il y en a plein dans le digital. Nous, par exemple, on a... si je prends l'exemple d'une fonctionnalité, sur Soliguide, depuis quelques temps, on regarde la saturation des structures. Donc, en gros, on a notre product owner, qui va faire le lien entre le besoin du terrain et nos développeurs. C'est un peu le chef de projet, le product owner? C'est pas chef de projet, je dirais plutôt traducteur. Traducteur, d'accord. Traducteur entre comprendre le besoin et réussir à l'expliciter au tech. Exactement, dans leur langage, ce qui n'est pas toujours facile, hein, clairement. Il faut être polyglotte. Il faut être bilingue, voilà. Exactement. Au moins bilingue. Et donc, par exemple, qui va entendre le terrain qui dit « Bon, moi, ça me saoule, à chaque fois, je vois une structure, au final, ils me refoulent parce qu'ils n'ont plus de place. » Et qui va se dire « Tintin, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc du coup, fonctionnalité, on va indiquer la saturation des structures. Ah d'accord. Donc je comprends maintenant le sens du mot saturation. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est le product owner du coup qui va faire ce lien-là entre le besoin terrain et qui va écrire les tickets, on appelle ça pour les développeurs. Ensuite, on a développeurs full stack qui vont tout simplement développer. Ils vont avoir plein d'impacts, qui vont pouvoir tout simplement développer toutes les choses. Donc, ils vont faire une fonctionnalité en disant maintenant, on va afficher la saturation des structures. Et on va faire un formulaire permettant aux structures de se connecter et de mettre à jour ça. Et on va l'afficher, etc. Donc, ça veut dire, derrière cette fonctionnalité, plein de choses. Bien oui.
Et ensuite, on va avoir... Connecter les données, quoi. Toute la ramification qui arrive à trouver les données pour qu'au final, il y ait le bon résultat sur l'application de la personne qui le regarde. Et souvent, derrière une petite fonctionnalité qu'on dit comme ça en une phrase, en fait, il y a énormément de travail. Et puis, on a aussi un data analyst chez nous. Donc, un data analyst, c'est quelqu'un qui va faire de l'exploration dans les données. C'est un explorateur de la donnée et qui va lui aussi traduire des informations brutes en choses utilisables. Donc typiquement, si je reprends cet exemple, il va voir que oh là là, il y a la saturation de l'aide alimentaire dans le côté ouest de Paris, c'est absolument n'importe quoi, et donc il va faire une carte interactive montrant ce problème-là. Donc ça, c'est de la data analyse. Et donc ça aussi, ça peut permettre d'avoir un impact derrière, parce que quand on voit la donnée et qu'on voit une carte et qu'on se rend compte là où c'est rouge, ça peut permettre aussi de savoir où on doit agir, c'est ça? Exactement. Bon, ça paraît un peu bête comme ça qu'on dit le rouge, etc., mais c'est exactement ça. Ouais. C'est visuel, quoi. C'est pas juste un chiffre dans un tableau complexe. Quelle que soit la visualisation, en tout cas, ça permet d'avoir de l'impact et de faire changer les choses. Très bien. En parlant d'impact aussi, tech et mixité. Est-ce que être une femme dans la tech, pour toi, ça a été un sujet à un moment ou pas? Moi, j'accumule quand même. Déjà, femme dans l'entrepreneuriat. Ouais, pas beaucoup, déjà. Pas génial, là, quand même, là. Je pourrais quand même être un mec au bout. Et femme dans la tech, pas ouf non plus. Parce que souvent, on va considérer consciemment ou inconsciemment comme moins bonne techniquement, en fait. Ah, tu veux dire qu'il y a un a priori de base, en fait. Comme tu es une femme, tu codes moins bien, c'est ça? Généralement, quand on est une femme, qu'on soit déjà en école d'ingé ou autre, on va considérer naturellement qu'on va être moins bonne techniquement. Tu veux dire, on se considère ou on est considéré? Ah, bonne question. Souvent, c'est les deux. Ouais, il y a un petit peu d'autocensure aussi. C'est vraiment ce que nous renvoie aujourd'hui tout le monde autour de nous. Et ça change progressivement, et donc ça c'est très très chouette, mais c'est vrai qu'au début, toutes ces questions-là, moi, je me disais, c'est pas pour moi, c'est pour les gens plus intelligents, tout ça, alors qu'en vrai, c'est pas du tout compliqué, en vrai, ça se fait bien. C'est possible, c'est possible. Alors, on va terminer avec la question du public. Nous avons une question qui a été choisie pour toi. Est-ce que c'est difficile de transformer son projet digital en start-up pérenne? C'est intéressant parce que, comme tu dis, c'est un beau bébé déjà, donc tu as une start-up qui a déjà une certaine vie. C'est quoi le secret et est-ce que c'est compliqué là, de passer cette étape? Je dirais pas que c'est une étape, c'est vraiment un process. Et pour moi, ça. Tu n'as pas monté une marche en fait, hein, c'est ça, Ouais, c'est pas bon, j'ai une idée, comment j'en fais une start-up? En tout cas, pour moi, ça s'est pas fait comme ça. Mais aussi parce que j'ai tendance à être vraiment au jour le jour. Et donc, du coup, tout ce que je voulais, c'est avoir quelque chose c'est avoir une carte de toutes les structures pour pouvoir orienter, moi, les gens que je rencontrais. Et j'avançais vraiment comme ça, par petits morceaux. Et quand on est toujours dirigé par l'impact, les choses viennent de façon hyper naturelle et organique. Les questions de modèle économique, de statut juridique, en fait, c'est juste des conséquences de ce qu'on veut faire, qui est, il faut de l'impact social. Et donc, typiquement, moi, je me disais, OK, bon là, je vois qu'il faut des personnes à temps plein pour s'occuper de ça. OK, personne à temps plein, ça veut dire salarié. Salarié, ça veut dire argent. Argent, ça veut dire modèle économique. Mais ça se fait vraiment de façon ultra naturelle. Donc, je ne me suis pas vraiment posé cette question, en fait, à aucun moment. Ça s'est fait. Garder l'étoile de l'impact comme guide. Ouais, et c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Et donc, que ça soit dans ce sujet-là ou dans un autre, tant qu'on sait exactement vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut atteindre, au final, le reste... ça suit. Tout chousse. Tu tires ton fil. Génial. Merci beaucoup, Victoria. C'était vraiment un témoignage absolument inspirant. Maxime, qu'on a rencontré tout à l'heure, avait raison de nous dire combien tu étais inspirante. Il t'avait choisi comme inspiratrice, d'ailleurs, comme entrepreneur qui l'inspirait. Juste pour terminer, où est-ce qu'on peut suivre tes aventures ? On peut suivre sur tous les réseaux classiques. On a une page Facebook, Twitter, TikTok même, je crois. Enfin, tout ce qu'il faut sur Solinum. Très bien. On te rejoint tout de suite. Merci beaucoup. À bientôt, Victoria. Merci de m'avoir invitée. Avant de se lancer dans une formation, c'est évidemment mieux de s'assurer que malgré le coup de cœur que l'on pense avoir, cet univers nous correspond vraiment bien. Alors, quelles sont les questions à se poser ? Je vous propose de prendre les bons conseils du parrain du pôle, Laurent Frisch. Rebonjour Laurent. Rebonjour Florence. Ainsi que ceux d'une étudiante actuellement en 3e année à l'ECE, Noémie Zanzuki. Bonjour Noémie. Bonjour.
Alors on va commencer avec toi, Laurent. Selon toi, quelles questions il faut commencer par se poser pour s'assurer que le digital, c'est bien pour soi? Il y a beaucoup de questions. Je pense que la première question à se poser, c'est de réfléchir à ce qu'on veut faire, à ce à quoi on a envie d'œuvrer, comment on veut se rendre utile, ce qui nous intéresse dans cette révolution-là. Je pense que très vite, il faut aussi se poser la question de ce qu'on aime faire réellement, en essayant de se projeter. Est-ce qu'on aime lire, dessiner, écrire, parler à des gens, et projeter ça dans des compétences, dans un métier. Parce que tout se retrouve finalement dans le digital et la data. Comme tu disais, dessiner, écrire. On a besoin de tout. Ouais. Ouais, on a besoin de tout ça, mais avec des vrais métiers et des vraies compétences derrière ça. Il ne s'agit pas juste de lire, de dessiner, mais de créer des interfaces, de rédiger des articles, etc. Ça se décline en tout cas dans l'univers du digital et de la data. Très bien. Et pour toi, Noémie, alors qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce domaine? Moi, c'était surtout par curiosité pour découvrir le monde, comment ça marchait. D'accord. Et est-ce que tu comprends un peu mieux déjà? Je pense un petit peu. Ça marche. Laurent, toi, tu as identifié pour nous quelques grands sous-domaines dans ce très très vaste écosystème digital et data. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le mapping? Ah oui, alors ça ne sera pas une cartographie complète parce que je pense qu'il y a tellement de métiers différents aujourd'hui dans ce secteur-là. Mais oui, il y a quelques grands domaines que j'identifie et en tout cas que je fréquente moi dans mon travail. Il y a d'abord celui des technologies, des développeurs informatiques, des architectes logiciels, des administrateurs systèmes, etc. Là, c'est plutôt tech, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment plutôt de la tech. Faut aimer ça, faut aimer coder, travailler beaucoup sur les ordinateurs. Il y a tout le secteur de l'intelligence des usages, comprendre les comportements des gens, analyser des chiffres, peut-être parfois faire des enquêtes terrain, donc être au contact des gens eux-mêmes. Donc ça, c'est l'analyse de la donnée, en fait? C'est récupérer l'information? Oui, l'analyse de la donnée, des enquêtes, mais aussi ce qu'on appelle le marketing digital, c'est-à-dire comment on réussit à faire qu'une offre et un public se rencontrent et se retrouvent. Alors il y a un autre secteur qui est extrêmement important, avec plein de spécificités dans le numérique, c'est tout ce qui relève de la conception. On dit parfois le design ou les designers, avec plein de sous-métiers, par exemple des concepteurs d'interface, on appelle ça aussi des UI designers, des User Interface Designers, des UX Designers. User Experience Designer, c'est ce qu'on appelle parfois aussi des ergonomes, donc les gens qui imaginent comment des services vont être très utilisables par le public. Il y a des graphistes, tout simplement. Au-delà de ce champ-là, d'ailleurs, il y a des gens qui vont alimenter les offres avec des propos qu'on tient aux gens, du rédactionnel, comme des journalistes numériques, des chargés d'édition numérique. Et puis alors, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas si nouveau, mais qui quand même a connu plein de spécificités avec le numérique, c'est comment, face à des problèmes complexes ou des organisations humaines complexes, on aide toutes ces personnes à travailler ensemble. C'est le champ peut-être des chefs de projet, mais plus encore des coachs agiles. Parfois, on parle de Scrum Master, Scrum étant une méthode de développement. C'est des méthodes de travail, en fait, adaptées au digital? Des méthodes, mais au-delà des méthodes, c'est prendre en compte le fait que c'est compliqué de travailler à plusieurs sur un même projet et que parfois, il y a des grosses organisations très, très structurées, comme pour construire une fusée, et parfois des organisations plus souples qui se remodèlent très régulièrement pour construire des logiciels. Ce sont des organisations souvent qu'on appelle agiles, donc qui sont très facilement réadaptables, mais qui nécessitent d'accompagner les gens, puisque leur rôle évolue au gré d'un projet. Et c'est un champ qui est finalement assez peu exploré par les étudiants ou les professionnels, alors que réellement, je pense que toutes les entreprises ont besoin de ces savoir-faire-là. Alors ceci dit, moi, je ne conseillerais pas pour un jeune étudiant de faire ça comme un premier emploi. Je pense qu'il faut d'abord acquérir une compétence technique, connaître le fond de quelque chose. C'est une couche. Ouais, avant d'aider les autres à travailler ensemble, pour bien les comprendre, pour savoir de quoi ils parlent et pas juste être un vernis par-dessus des compétences. Très bien, merci beaucoup. Je me retourne vers toi, Noémie. Alors, vers quelle spécialité tu as envie de te diriger ? Alors, je pense m'orienter vers Big Data et Analytics dans la majeure système d'information. D'accord. Et tu sais déjà un petit peu quel métier te ferait envie derrière ou pas encore ? Alors, pas encore. Je me laisse le choix. Mais je sais que Data Visualization et architecte données m'intéressent beaucoup. Très bien. Est-ce que le fait d'être une fille dans cet univers, dans une école d'ingénieur, est-ce que c'est un sujet pour toi ou pas du tout ? Oui, c'est un sujet parce qu'on est quand même encore en minorité. Mais finalement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et des fois, c'est pas plus mal. Ça peut être un atout, finalement, tu sors un peu du lot, c'est ça ? Oui, c'est ça. Très bien. Pour terminer, quel conseil tu recommanderais à un lycéen qui se passionne pour cet univers du digital et de la data ? Qu'est-ce que tu lui dirais ?
Déjà d'aller s'informer, de regarder des vidéos YouTube légères, par exemple. Une chaîne Oui, ouais. Une chaîne qui me plaît beaucoup, c'est Pour Info, avec le début de info qui commence par un chiffre 1. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a par exemple sur cette chaîne? Des sujets d'actualité expliqués avec un aspect un peu technique, mais pas que, et très bien imagé. Accessible du fait, c'est un premier pas qui permet d'entretenir le feu, la flamme pour le digital et la data avant de rentrer dans une formation, c'est ça? Exactement. Parfait, ben merci beaucoup. Et puis Laurent, toi, que ce serait quoi ta recommandation à un lycéen? C'est pas facile d'être lycéen, on fait des choix importants d'orientation, ça peut être stressant, crispant. Moi, je pense qu'il faut s'orienter en fonction de ses goûts, de ce qu'on aime faire, pas se forcer. D'autant que ce que j'ai constaté sur les parcours depuis le début de cette révolution numérique, dans les parcours professionnels, on peut finalement beaucoup plus facilement qu'avant se réorienter, changer de fonction, changer de métier, évoluer suivant des trajectoires qui ne sont pas linéaires comme elles pouvaient l'être il y a encore quelques années. Donc, il faut vraiment... Il y a des passerelles. Ouais, il y a des passerelles. Donc, je pense qu'il faut vraiment écouter son intuition, ses goûts, ses envies, ce qui nous motive finalement, ce qui nous fait un peu plus envie que le reste, et c'est vers ça qu'il faut aller. C'est intéressant cette idée de passerelle parce que d'ailleurs on en parlera pas mal. Le pôle expert digital et data joue beaucoup sur ces passerelles, ces parcours qu'on peut construire au fur et à mesure entre les différentes écoles du groupe Omnes Éducation. Merci beaucoup à tous les deux pour ce regard croisé et puis à plus tard. Et si l'on s'intéressait maintenant à ceux qui ont décidé d'entreprendre dans le digital et la data? Monter son entreprise, c'est un chemin qui intéresse de plus en plus de jeunes aujourd'hui. Alors, on a invité pour vous Vianney Raskin, c'est un ancien de l'ECE et fondateur de Citron, qui va venir nous partager son témoignage. Bonjour Vianney. Bonjour. Comment ça va? Eh ben, très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours déjà à toi? Ouais. Alors, moi, j'ai commencé par faire une terminale S et après, j'ai intégré le CE en parcours initial. Donc, j'ai fait de l'Ing 1 à l'Ing 5, donc en commençant par un tronc commun et ensuite, derrière, je me suis spécialisé en énergie et environnement. En parallèle du lancement de Citron, qui s'est fait au moment de ce qu'on appelle l'Ing 4, donc la fin de la deuxième année du cycle d'ingénieur, j'ai aussi fait un master à l'IAE Paris, pour apprendre à gérer et à créer une entreprise. D'accord, les deux facettes, la tech et puis la tech, l'énergie d'un côté et l'entrepreneuriat de l'autre. D'accord. Et tu as fini par fonder Citron. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de ton entreprise? Allez, le pitch, elevator pitch, la version courte. Ok. Eh ben alors, Citron, c'est donc une scale-up. Aujourd'hui, on est une cinquantaine de personnes, on fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a comme mission d'accélérer la transition énergétique des bâtiments. Donc pour ça, on propose à nos clients deux choses. D'abord, une offre historique de conseils en efficacité énergétique. Donc on a des ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique, dont pas mal d'ailleurs viennent de l'ECE, qui vont être capables en fait de vendre leur jus de cerveau, de vendre du temps, ce qu'on appelle de la journée homme, pour proposer des solutions en termes de performance énergétique pour les bâtiments de leurs clients. Et de l'autre côté, on a une offre beaucoup plus digitale qu'on a lancée il y a maintenant 4-5 ans, qui est en fait une plateforme web Big Data et IoT de management de la performance énergétique. Objet connecté. D'accord. Je me permets, parce que moi je débute, donc de temps en temps il va falloir me traduire. Globalement, c'est un logiciel accessible via un navigateur web qui va automatiquement collecter toutes les données qui sont liées à l'énergie dans un patrimoine immobilier pour permettre après derrière une analyse qui peuvent être faites soit par des algorithmes, une intelligence artificielle, soit par un energy manager, donc un ingénieur spécialisé en efficacité énergétique qui va se servir d'outils d'analyse, de systèmes d'alerte, de tableaux de bord pour pouvoir conseiller au gestionnaire technique d'un patrimoine immobilier, donc à son client, les bonnes actions à mettre en place au bon moment. C'est-à-dire que vous avez développé un outil, ouais. C'est ça, ce tableau de bord, et à la fois il y a la partie conseil qui permet l'accompagnement en se basant sur les données, sur les résultats de ce qui est fourni par l'outil. C'est ça. Il y a la plateforme web d'un côté, qu'on va vendre, vous savez, avec ce fameux business model qu'on appelle le SaaS, Software as a Service, et de l'autre côté, de la prestation intellectuelle, donc ça peut être des prestations intellectuelles ponctuelles comme un audit énergétique ou récurrentes comme ce qu'on appelle de l'energy management ou de l'accompagnement au suivi et à l'amélioration de la performance énergétique d'un patrimoine. Et aujourd'hui, c'est qui tes clients? Alors aujourd'hui, on travaille avec les collectivités territoriales. En fait, globalement, on travaille avec tous les grands patrimoines immobiliers. À partir du moment où il y a 1, 2, 3 bâtiments jusqu'à plus de 2500, 3000 bâtiments, je crois, pour les plus gros. Donc on travaille avec des collectivités territoriales. Donc il y a des villes qui ont
des écoles, des crèches, des bâtiments communaux, des gymnases, etc. On travaille avec des départements, avec les collèges et les bâtiments d'aide sociale ou des sièges sociaux, et avec les régions qui ont des lycées ou des sièges sociaux aussi. On travaille aussi avec des entreprises, donc avec des entreprises très variées, avec Vinci par exemple, qui va avoir autant des aéroports que des autoroutes, que des sièges sociaux, que des data centers. On travaille avec OGF, qui va avoir des crématoriums. C'est un peu moins fun, mais bon, ça reste un bâtiment assez étonnant. On a aussi évidemment énormément de bâtiments de bureaux, on a énormément de bâtiments de distribution, on travaille avec la GMS, on travaille avec des hôpitaux, avec des EHPAD, avec etc., etc. Tous les types de bâtiments à partir du moment où il s'agit de bâtiments tertiaires. Et enfin, on travaille aussi avec les foncières, les bailleurs, ça peut être des bailleurs sociaux quand il s'agit de logement ou des bailleurs privés, ça peut être du logement comme du bureau. Et là, on va travailler avec les bailleurs en direct pour améliorer à la fois la performance énergétique, mais du coup aussi la valeur de leurs actifs. Bien sûr. Et derrière, avec tous les prestataires avec lesquels ils peuvent travailler, ça peut être des exploitants de chauffage de maintenance, ça peut être des property managers, ça peut être des ascensoristes, parce qu'en fait, on ne se limite plus qu'à l'efficacité énergétique d'un patrimoine immobilier. Ça reste notre mission et notre objectif, mais on s'est aperçu que pour pouvoir faire de la performance énergétique, il fallait qu'on digitalise au sens large de patrimoine immobilier. Donc aujourd'hui, on va travailler sur toute la performance des systèmes techniques dans un bâtiment. Wow. En fait, on sent qu'il y a un business et un potentiel de business qui est presque sans fin. Là. Ouais. C'est extrêmement large. Il y a quelques années. Tu es à la scale-up, mais bientôt ce sera la licorne, c'est ça? Eh ben pourquoi pas, j'espère, je croise les doigts. Tu regardes. je touche du bois. En fait, on est au tout début d'un marché. Il y a quelques années, on parlait d'objets connectés, on disait que dans quelques années, il y en aurait 50 millions, etc. On parlait beaucoup de smart building. À l'époque, c'était un rêve. Aujourd'hui, ça devient très concret. On a des applications très concrètes. Ouais, de smart city. Le smart city, c'est une des applications du smart building. Mais en fait, aujourd'hui, les prix se sont démocratisés. Ça devient accessible d'installer des objets connectés dans un bâtiment. Ça a déjà maintenant un impact coût concret pour les entreprises, pour les collectivités. C'est rentable de mettre en place des objets connectés ou d'aller collecter de la data qui existe déjà dans un bâtiment, parce qu'on ne se limite pas que aux objets connectés, d'aller la collecter parce qu'il y a des applications qui vont permettre de limiter son impact environnemental, qui vont permettre de répondre à des nouvelles réglementations et de limiter ses coûts. Donc on s'en passe plus maintenant. Oui. Tout le monde en profite. C'est démocratisé, la démocratisation de ce type de service. Pourquoi est-ce que tu as décidé, toi, de monter une entreprise et pas de devenir salarié? C'est ton profil entrepreneur? Alors, on était deux à se chauffer à l'époque. C'était avec Maxime Pertu, un copain de promo à l'ECE. À l'époque, on a été très impressionnés par une autre personne qui avait monté une société qui avait quelques années de plus, mais qu'on côtoyait dans les couloirs de l'ECE. Et on a été très impressionnés par son parcours. Il avait monté une société qui s'appelait Avob, qui s'appelle toujours Avob d'ailleurs et qui marche encore. Et en fait, cet entrepreneur, Pierre Duchesne, il nous a un peu montré la voie. On était très impressionnés quand on le voyait arriver dans les couloirs de l'ECE, en nous montrant à l'époque son BlackBerry, son nouveau portable, en nous disant voilà, ça y est, on a un client avec un tel, on a un autre client avec un tel, etc. Ça nous a donné envie. Alors on s'est renseigné sur le sujet, on a commencé à travailler avec lui, pour lui, en tant qu'apporteur d'affaires, parce qu'on était stagiaire dans un groupe qui s'appelle le groupe Bull, qui faisait de l'informatique, qui fait de l'informatique. Et à l'époque, on se servait, on profitait des ressources qu'on avait mises à disposition par le groupe Bull en tant que stagiaire en ingénierie d'affaires, pour pouvoir faire de l'apport d'affaires pour cette société Avob. Et de fil en aiguille, on a voulu apporter de plus en plus de services à nos premiers clients. Et donc, on est passé de on fait de l'apport d'affaires pour une solution à on fait de l'apport d'affaires pour plein de solutions en efficacité énergétique. On est passé de on veut faire de l'apport d'affaires pour plein de solutions à on développe une solution qui va permettre de choisir quelle est la bonne solution parmi celles qu'on a à proposer. De fil en aiguille, on a inventé ce qu'on appelle l'audit énergétique instrumenté. C'est une capacité de collecter de la data sur un bâtiment, mais de manière ponctuelle. D'accord. Ah oui, d'accord. Une première version d'un des outils qu'on a créé à l'époque. La première étape. C'est une grosse machine grande comme ça, qui est encore plus grosse qu'un ordinateur. Tu viens la poser, ça prend les datas, tu les analyses, tu fais des recommandations. Exactement. Et aujourd'hui, le boîtier qui faisait la taille de cette table basse est devenu grand comme ça. Et on s'en sert toujours. C'est toujours une offre qui nous permet de se positionner sur nos prestations de conseil avec un positionnement, j'allais dire premium, mais même pas, parce qu'on n'est pas plus cher qu'un autre aujourd'hui. À l'époque, on était un peu plus cher que nos concurrents parce qu'on avait aussi un positionnement et une qualité de service qui le méritait. Mais c'est vraiment ce qui nous a permis de se mettre le prix à l'étrier avec Maxime. C'est qu'on a assez rapidement eu envie d'innover. Le fait d'avoir un petit peu, c'est peut-être pas un mentor, mais en tout cas un rôle modèle où tu te projetais aussi en te disant tiens, moi aussi j'aimerais bien être entrepreneur et faire comme lui, ça a été aussi un moyen, j'imagine, de... Alors lui, ça a été le modèle du départ, il nous a donné envie de se lancer. Par contre, le mentor, je rebondis sur ce mot-là, c'est hyper intéressant. On a eu beaucoup de mentors avec Maxime dans notre aventure. Alors Green Alternative, Citron maintenant. Et elle n'est pas finie en plus. Et elle n'est pas finie, je suis sûr qu'on en aura d'autres, on va se les trouver. Mais on a eu pas mal de mentors. Alors je pense notamment à des associations comme le MoveJ, comme l'IME. Génial, le MoveJ. Je suis mentor au MoveJ. Eh ben,
Ben, moi aussi. Alors moi j'ai été mentoré au Move J. Maintenant, tu es mentor. J'ai été mentor au Move J. Alors maintenant j'ai plus beaucoup de temps parce que je suis aussi adjoint au maire. Enfin bref, mais c'est une association, juste pour info, pour les lycéens qui nous suivent, c'est une association qui accompagne des jeunes entrepreneurs. Alors, quand il dit jeunes, c'est moins de 35 ans. Mais qui montent des entreprises et qui les connectent avec des mentors, qui les accompagnent. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un prix, parmi les différents prix qui décernent chaque année, je crois qu'il y a un prix pour les lycéens. Bon, alors regardez sur le site Mouji. M-O-O-V-J-E-E. Ouais. Voilà. Et donc, on a eu des mentors grâce au Move J, puis après grâce à l'IME, qui est, on va dire, le grand frère du Move J, c'est plutôt à destination, non pas des jeunes, mais des entreprises à très fort potentiel de croissance. Et donc, on a toujours eu des mentors chez Citron. Et ça nous a beaucoup aidé à prendre du recul, à avancer et à pas trop s'engueuler aussi de temps en temps. Enfin, ça aide à prendre du recul. Qu'est-ce qui te passionne le plus finalement? C'est la tech ou c'est ton sujet, c'est ton engagement qu'il y a derrière? Moi, alors, on n'aurait pas la même réponse avec mon associé, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'entrepreneuriat. C'est le fait de pouvoir porter un produit, de le tester, de voir ce qui marche, de le corriger et d'avancer. La tech, c'est nécessaire, je ne pourrais pas faire sans, mais tout simplement parce que c'est un outil indispensable aujourd'hui. Au même titre que, j'en sais rien, le stylo, qui est encore un outil assez utilisé aujourd'hui, hein, mais il y a quelques années, le papier, on va dire le papier, voilà. Le papier à une époque a été l'outil nécessaire pour pouvoir entreprendre. Et bien aujourd'hui, la tech est un outil nécessaire pour pouvoir entreprendre. Donc je le mets au service, moi, de l'efficacité énergétique, parce que c'est mes études, mon engagement, mes convictions aussi en termes de développement durable m'ont poussé à m'intéresser à ce sujet-là. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'entrepreneuriat et c'est le défi de réussir à proposer quelque chose qui fonctionne et qui a un impact pour mes clients. Et pour terminer, si tu avais un petit conseil à partager, justement, s'il y a des jeunes qui pensent déjà à monter leur entreprise, qu'est-ce que tu leur donnerais comme bon conseil? Attendez de mentor, entre guillemets. Alors, un mentor ne donne pas de conseils. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, très... mais en tant que... si j'avais un conseil à donner, je dirais qu'il faut commencer très tôt. Nous, on a commencé dès le départ parce que ça nous brûlait les doigts avec Maxime. Mais globalement, je dirais qu'avec le recul, ça a été la meilleure idée qui pouvait nous... J'en donnerais même deux. Ça a été la meilleure idée qui pouvait nous arriver parce que le fait de commencer tôt, c'est ce qui permet de s'accrocher. Et en fait, le deuxième conseil, c'est accrochez-vous. Parce qu'au début, ça ne se passe jamais comme on tôt dans le parcours, tu veux dire? Faut pas... Tôt dans la... Enfin, non, plutôt tôt en âge. Genre ça peut matcher avec le parcours, mais en fait, plus on commence tôt, moins on a de prêts, moins on a une vie qui nous coûte cher, moins on a d'enfants, on a, etc. Moins de contraintes, donc... Moins de contraintes, plus de liberté de faire n'importe quoi aussi. Enfin, de se planter, peut-être. Plus de liberté de se planter parce qu'on ose plus, parce qu'on a moins à perdre et parce qu'on a une plus grosse fierté aussi, peut-être. Mais globalement, avec Maxime, ça nous a un petit peu sauvés parce que globalement, on ne s'est pas rémunéré pendant 2 ans, puis après, on s'est rémunéré au démarrage, après ces 2 ans-là, beaucoup au Lance-Pierre. Donc il a fallu trouver d'autres ressources. Hein. On vendait des croque-monsieur et des bières sur les trains le week-end et puis on habitait chez l'un ou chez l'autre pour louer nos appartements sur Airbnb. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, non, mais on a été très innovants pour pouvoir trouver des sous. Mais parce qu'en fait, pendant 2 ans, on s'est pas rémunéré, puis après, on s'est rémunéré encore pendant 2 ans, je crois, un SMIC. Enfin, on a été assez, frugal. On a été assez frugal. Voilà, l'innovation frugale, c'est aussi encore un sujet. Voilà. Mais donc mais ça, pour faire ça, il faut être jeune. Moi aujourd'hui, je saurais plus le faire parce que j'ai des crédits. Parce que t'es vieux, c'est vrai en même temps. Je suis pas vieux, hein. Mais... Tu nous rappelles ton âge? J'ai 31 ans, 32 ans. Ça va, t'as encore la marge. Mais donc premier conseil, faites-le tôt parce qu'on a moins de contraintes et on ose plus. Très bien. Et lâchez rien parce que parfois, vous voyez, pour Maxime et moi, il a fallu s'accrocher pendant 4-5 ans avant de trouver le bon modèle, avant de trouver le client qui a fait que, d'ailleurs on remercie encore une fois Lagardère, hein, mais il a fallu trouver encore le bon modèle, le bon client qui accepte de nous mettre le pied à l'étrier. Et pendant ce temps-là, on se remet beaucoup en question. Alors au début, on fait beaucoup la fête, donc c'est pas trop grave, mais il y a un petit temps mort entre les deux sur lequel il faut s'accrocher. Eh ben, merci beaucoup Vianney pour ton témoignage. Je suis sûre que ça vous a donné envie à tous et à toutes de vous lancer dans votre entreprise. Et puis, on te suit. Où est-ce qu'on peut te suivre d'ailleurs? Où est-ce qu'on suit les aventures de Citron sur Citron Énergie sur Google, vous trouvez notre site internet et assez rapidement, vous retombez sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter. On est partout. Ça sera fait. Merci beaucoup Vianney. À bientôt. Avec plaisir. Le digital et la data, comme on a pu le découvrir depuis le début de cet afterwork, recouvre des métiers et des profils très différents. Des ingénieurs, des communicants, des créatifs. Le digital et la data peuvent finalement convenir à beaucoup de profils.
Mais avant de travailler, il va falloir se former. Et l'intérêt d'un groupe comme Omnes Éducation, c'est de pouvoir proposer des thématiques de formation très variées et encore mieux des passerelles entre ces formations. François Stéphan, directeur du pôle Digital et Data du groupe Omnes Éducation, vous êtes de retour pour nous éclairer sur toutes les options de parcours de formation qui s'offrent aujourd'hui à un jeune qui désire évoluer dans le domaine du digital et de la data en fonction de ses affinités et de ses envies. Alors effectivement, donc nous, dans le groupe Omnes Éducation, avec toutes les écoles qui forment ce groupe, on est là pour vous accompagner, pour accompagner les étudiants dans ce parcours. Donc un étudiant qui souhaite, là, en sortie du bac, se former, aller travailler dans les métiers du digital et data, comme vous le disiez Florence, il va d'abord se former et nous on va l'accompagner à faire son parcours, le meilleur parcours pour lui et l'aider au fur et à mesure de l'évolution d'année en année à affiner son projet. Donc vous allez voir, il y a une offre qui est très riche, donc vous allez voir des planches là qui vont s'afficher, bien évidemment. Donc en quelques minutes, je vais brosser les grandes lignes. J'invite bien évidemment tout le monde à aller sur le site spécifique du groupe Omnes Éducation pour ces sujets. Alors il y a d'abord ce qu'on appelle des parcours. Alors parcours, c'est comment arriver par des parcours qui amènent à du bac plus 3 ou du bac plus 5 sur ces métiers. Alors j'incite bien bac plus 3, bac plus 5, puisque avec un bac plus 5, un bachelor en data marketing, on peut trouver un job très bien rémunéré, très intéressant et qui permet d'évoluer très rapidement dans les entreprises. De plus en plus, les entreprises recrutent aussi des bachelors. Donc l'ensemble des bachelors qui sont proposés dans le groupe sont très intéressants. Et puis après, on peut aller jusqu'à un bac plus 5, sachant qu'il y a également aussi des parcours, par exemple le parcours dans l'école d'ingénieurs que j'ai le plaisir de diriger à l'ECE. C'est un parcours là qui emmène du bac jusqu'au bac plus 5, vers aussi des parcours digital et data. Alors, ce que vous voyez ici sur la planche, c'est aussi cet aspect de parcours croisé. C'est ça qui est intéressant dans le groupe Omnes Éducation. C'est un des vrais atouts. C'est un des vrais atouts. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui va faire un bachelor à l'école d'ingénieurs en data, par exemple, en digital et data. Au bout de 3 ans, il va être super expert dans la manipulation des data, dans le développement autour de la data, etc. Donc soit il peut trouver un job directement, il y a plein de jobs à pourvoir là-dedans, soit il veut poursuivre pour devenir un super crack du data marketing. Et à ce moment-là, il va rejoindre un MSc, par exemple, de sub de pub, dans le data marketing. Et donc ce jeune, au bout de 5 ans d'études, il va être un super expert de la data, mais vraiment technique, vraiment très bon dans la technique, et il va être un super expert du data marketing. Et un profil comme ça, mais ça vaut très cher et les entreprises se les arrachent. Donc vous voyez, c'est un exemple. Sur les doubles profils par les entreprises. Voilà. Et un groupe comme nous, justement, comme on a cette multitude d'écoles, on peut proposer ces différents parcours. Un autre exemple, je prends un exemple d'un jeune qui va faire un bachelor en marketing, tout simple, marketing, par exemple, marketing et management, à l'INSEC, par exemple, et qui après se dit, tiens, moi je voudrais quand même développer des compétences dans la data. Eh bien, il va pouvoir faire le MSc Data Engineer dans l'école d'ingénieurs en 2 ans, avec la première année qui va être une année de mise à niveau pour l'aider à, je dirais, se mettre à niveau sur un certain nombre de sujets, d'informatique, de mathématiques, simples, je vous rassure Florence, pour ensuite devenir un data engineer. Et donc il va être data engineer avec en même temps 3 premières années vraiment focusées sur le management. Donc c'est ces parcours croisés qu'on développe au sein du groupe et qui sont très intéressants. En fait entre les différentes écoles. Voilà, et on va aider nous, nos étudiants, à s'orienter et à choisir en fonction de leurs souhaits, de leurs appétences et puis aussi de leurs aptitudes, bien évidemment. Ça veut dire qu'on va aussi pouvoir bénéficier des réseaux d'alumni de chacune des écoles, si on va dans plusieurs écoles, si on passe à l'ECE, à Sud de Pub. Voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand on travaille dans une entreprise ou c'est un acteur public, on est confronté à des profils différents. Donc avec ces parcours en Omnes Éducation, on s'habitue déjà à travailler avec des profils différents. Alors les planches suivantes qui vont s'afficher vont décrire, là c'est les programmes à forte composante digitale et data que vous pouvez aussi choisir et qui peuvent être aussi une source d'orientation. Alors bien évidemment, il y a les programmes propres à l'école d'ingénieurs, donc il y a le programme Grande École d'ingénieurs, il y a les bachelors de l'école d'ingénieurs ou les MSI de l'école d'ingénieurs. Mais vous voyez, l'école d'ingénieurs ne représente qu'une partie, bien évidemment, des formations digitales et data. C'est énormément de métiers et pas seulement des métiers formés par les ingénieurs. Donc à Sub de Pub, c'est tout ce qui est digital, data marketing en termes de bachelor. Après, avec ensuite une variété très très large de MSI. Alors je rappelle les MSI, ça amène à un bac plus 5.
5, hein, donc c'est équivalent M1, M2. Côté sub de création, tout ce qui est création digitale, tout ce qu'on appelle le motion design. On parlait d'Ubisoft, par exemple, dans les acteurs des jeux. Ils sont très friands de ce type de profil. Et puis l'INSEC, qui est aussi une grande école de management, qui propose aussi des bachelors dans la transformation digitale. Et puis, plus on va dans les années vers les Bac plus 5, plus on va pouvoir avoir des formations aussi spécialisées de très haut niveau sur différents domaines. Je laisse aux participants le soin de découvrir toutes ces formations. Mais vous voyez, il y a beaucoup de spécialités à l'école d'ingénieurs, mais aussi pareil à l'INSEC. L'ESCE, qui est une grande école aussi de management du groupe, qui propose, vous voyez, par exemple, le digital marketing dans une dimension internationale, par exemple. Et puis Sub de Pub, vous voyez toute la liste qui est extrêmement riche. Et je dirais, chaque année, ça s'enrichit parce que les métiers aussi évoluent. Il y a d'autres besoins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent aussi qu'on peut, au fil de l'eau, bifurquer, échanger, décider de se focaliser, d'être plus précis sur certaines compétences. Donc, on n'est pas obligé d'avoir tout défini dès le départ. Voilà, exactement. On ne va pas aller dans une seule école, forcément, et on ne va pas avoir son projet, quand on sort du bac, défini d'ici les 5 ans. Nous, justement, en progressant, on vous accompagne et c'est comme ça que ça... Et puis, entre cette année et dans 5 ans, évidemment, les technologies auront évolué. Donc, on va affiner au fur et à mesure. En tout cas, ce qui est certain, c'est que chaque profil peut trouver chaussure à son pied dans toutes ces propositions. Absolument. Merci beaucoup, François. À bientôt. Merci, Florence. Débutons une nouvelle séquence vrai ou faux. Faut-il être un garçon pour réussir dans la tech? Ça, c'est une sacrée question. Que doit-on penser de l'idée toute faite que les garçons sont des matheux et les filles des littéraires? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation? Et puis, lorsqu'on est une lycéenne en 2022, est-ce qu'on peut enfin se dire que oui, si on en a envie, faire carrière dans la tech, c'est possible. Pour en discuter, nous avons aujourd'hui avec nous une experte du sujet. Elle s'appelle Amandine Duhamel. Elle est directrice de projet chez Social Builder, une start-up sociale ultra engagée sur les sujets mixité et numérique. Bonjour Amandine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Florence, merci à vous. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux? Est-ce que tu as quelques chiffres sur la présence des femmes dans la tech? Oui, tout à fait. Sur la présence des femmes dans la tech, on est à moins de 30%. Donc on est loin d'une égalité, une parité homme-femme dans ce secteur. Alors il y a de la marge de progression encore. Oui, il y a de la marge de progression et surtout c'est un secteur qui recrute le plus. D'ici 2030, on estime que c'est 80% des postes qui n'existent pas encore. Un des métiers qui recrute le plus, par exemple, c'est développeur ou développeuse justement. Et on dit développeur ou développeuse d'ailleurs? Eh ben, on dit développeur ou développeuse. Comme on a envie. Voilà, c'est du coup un métier qui doit s'ouvrir aux femmes et aux hommes. Et en fait, paradoxalement, aujourd'hui, 85% des développeurs sont des hommes. Et on a 15% de femmes qui sont développeuses. Donc c'est très peu, sachant que c'est un des métiers qui recrute le plus, avec bien sûr la data, le design et la cybersécurité. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter de cette super opportunité de carrière pour des femmes. Oui, exactement. Et déjà, de 1, c'est qu'il y a beaucoup de postes. La plupart des postes sont en CDI. Il y a beaucoup de marge d'évolution. On peut facilement évoluer, progresser. Et c'est des métiers qui sont très attractifs, qui sont méconnus. Par exemple, on associe souvent le métier, le numérique au code, par exemple, et on renvoie on a vraiment une image stéréotypée des métiers de l'informatique. Ça va être un homme qui est en CDI derrière un ordinateur, alors que en fait, le numérique, ça regroupe plein de métiers. C'est d'ailleurs aujourd'hui dans plein de domaines, que ce soit dans les métiers de la RH, que ce soit... c'est transverse en fait. C'est vraiment transverse. Le numérique est aujourd'hui partout. On a dû s'adapter aussi dernièrement avec tout ce qui s'est passé, le confinement, etc. Le confinement mine de rien, ça a fait accélérer les choses. Notamment dans le numérique. Les entreprises et les organisations, elles ont aussi dû s'adapter et se mettre à jour. C'est-à-dire comment aujourd'hui on communique à distance. Pour cela, et être visible, en fait, on a vraiment besoin des métiers du numérique. Et alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation d'avoir autant de garçons et aussi peu de femmes ? Du coup, il y a vraiment une méconnaissance déjà des métiers du numérique.
qu'est-ce que ça représente le numérique? Le fait, les stéréotypes. Dans les années 80, quand l'ordinateur est arrivé dans les foyers, médiatiquement, on pouvait voir des hommes qui étaient représentés donc, sur toutes les campagnes de communication. C'est une image auquel les femmes du fait ne pouvaient pas forcément se retrouver, en fait, se projeter? Effectivement, on peut expliquer cela que les médias ont beaucoup mis les hommes en avant sur que ce soit la Game Boy, que ce soit sur l'informatique avec un ordinateur. Et du coup, les femmes, c'était difficile pour elles de s'identifier. Et à savoir qu'en plus, avant, en fait, les femmes étaient présentes dans les métiers de l'informatique et qu'une fois qu'on a eu donc, l'arrivée de l'ordinateur dans les foyers, elles se sont un peu détournées de ces métiers. Donc, ce que tu me dis, c'est que c'est historique, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, les femmes, elles travaillaient sur les sujets informatiques. Exactement. On a des exemples, par exemple? Oui, tout à fait. On a du coup Ada Lovelace, qui est justement... La fameuse. Exactement. En tout cas, pour les femmes qui sont dans la tech, c'est un peu une référence. C'est un peu une référence et pourtant, elle a quand même été méconnue pendant des années. C'est dans les années 1800, en fait, elle a inventé le premier langage informatique. En fait, elle a traduit du coup un document d'un ingénieur et où c'était des formules mathématiques. Et à ces formules mathématiques, elle y a ajouté des lettres. Et à ces lettres est né le premier langage informatique qui a pu créer des algorithmes. Et voilà, et c'est quand même une personne qui est inspirante et qui a été, donc, historiquement, c'est la première codeuse. Et c'est vrai que médiatiquement, quand on pense à la tech, quand on pense déjà au numérique, on pense au codage, alors qu'il n'y a pas que ce métier-là, il y en a énormément. Et du coup, on a du mal à... C'est intéressant ce que tu viens de dire en plus, parce que c'est aussi un des objectifs du pôle expert digital et data, c'est de démontrer que justement, la tech, ce n'est pas que du code, pas que en tout cas, mais qu'il y a plein de métiers qui gravitent autour et qu'il y a ce côté très transverse du digital qui se diffuse partout. Donc c'est un bon pendant. Et alors, comment est-ce qu'on est passé au fait qu'après les femmes sont sorties un petit peu dans l'histoire, ne se sont plus impliquées sur les sujets de tech? Ça, c'est dû à quoi? Si on regarde, par exemple, moi j'ai 30 ans, au final, quand j'ai dû choisir mon cursus universitaire, en fait, on n'a pas accès au métier du numérique ou de la tech. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, on est mal informé. Pareil, les organismes de formation, on les connaît très peu. Et je pense qu'il y a vraiment un manque d'information et de connaissances, de sensibilisation et d'accompagnement qui explique aussi la situation aujourd'hui. Est-ce que tu as 2 rôles modèles qui t'inspirent particulièrement? Parce que je crois que c'est ce que tu disais, pour réussir à briser les stéréotypes, il faut des rôles modèles, il faut que les femmes elles puissent se projeter, se dire oui, ça aussi, la tech, ça peut être pour moi aussi. C'est important déjà de pouvoir se sentir, je pense qu'il y a une question de légitimité, d'inspiration, de sensibilisation, d'accompagnement. Et vraiment, c'est vrai que les rôles modèles, on en a tous en plus. C'est important dans la vie, dans la vie de tous les jours et dans tous les secteurs. Et du coup, je pense que quand en plus on veut évoluer et faire carrière dans un secteur, c'est important, déjà d'être immergé et inspiré. Moi, mes rôles modèles, alors c'est toujours difficile. Je dirais qu'Ada Lovelace, historiquement, c'est quand même quelque chose qu'elle m'inspire beaucoup. Donc, dans les rôles modèles aujourd'hui, c'est difficile d'en dire un. Si je devrais en dire qu'un, effectivement, je trouve que Emmanuelle Roch, qui a fondé Social Builder, pour moi, c'est vraiment inspirant. Donc, la start-up sociale dans laquelle tu travailles? Exactement. Je trouve que du coup, d'aujourd'hui, qu'on puisse proposer un accompagnement pour les femmes et de pouvoir les accompagner à concrétiser leurs projets professionnels, je trouve que c'est inspirant et que c'est une super idée et qu'il faut faire évoluer justement, tendre vers plus de mixité au sein des organisations et insérer et accompagner les femmes dans les métiers du numérique. Est-ce que tu penses que finalement on a des bonnes raisons d'oser? Est-ce qu'on a vraiment moins de chances de réussir quand on est une femme dans la tech? Sérieusement? Entre toi et moi. Oui, sérieusement. Sérieusement? Non, pas du tout. Je trouve que... non, pas du tout. On peut encore se poser la question, en tout cas. Non, il n'y a pas de différence. Il y a juste de la sensibilisation, un travail de sensibilisation, d'accompagnement
à faire. Mais sinon, en fait, les métiers du numérique, ils sont tellement nombreux. Par exemple, pour créer une application, en fait, on va avoir d'abord besoin de travailler en amont sur l'expérience utilisateur. C'est les métiers de l'UX designer. On va être sur de la relation clientèle, du conseil, de l'audit, de la recommandation, sans besoin d'avoir de compétences dans le design. On va avoir aussi lui qui va être sur lui ou elle qui vont être sur le design. Ensuite, on passe au codage pour pouvoir créer une application ou un site internet, donc traduire dans un langage informatique. Et du coup, pour tout ça, après, il faut communiquer. Donc, on a le marketing digital avec de nombreux métiers. Et on va avoir aussi donc, les métiers de la data qui permettent de faire des strates au sein d'une organisation et la cybersécurité pour protéger ces données. En fait, tous ces métiers, ils sont accessibles avec des compétences qui sont diverses. Et du coup, effectivement, il faut juste être formé et accompagné. Et nous, c'est ce qu'on fait du coup chez Social Builder. Justement, alors qu'est-ce que vous faites de beau C'est cette fameuse sensibilisation dont tu parlais tout à l'heure qui est si importante, qui est pour toi la clé pour réussir à lever les freins et donner envie à toutes les lycéennes de se lancer dans des carrières dans la tech? Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment sensibiliser, accompagner et immerger. Et du coup, chez Social Builder, justement, notre cœur de métier, ça va être de la sensibilisation à l'accompagnement et à la formation. Sur la sensibilisation, on a des programmes phares qui sont Horizon Numérique, qui est une semaine de découverte des métiers du numérique. Sur ce programme, on fait intervenir des femmes qui ont fait des reconversions et qui viennent témoigner de leur parcours. On parlait du coup de profil inspirant, justement, c'est complètement l'idée. L'après-midi, on fait intervenir des formateurs et des formatrices. Donc les femmes peuvent pratiquer des ateliers. Donc sur tous les secteurs pendant une semaine. C'est accessible à des femmes, une typologie de femmes en particulier ou non, l'association est engagée sur quelle c'est toutes les cible? femmes. Toutes les femmes qui souhaitent découvrir les métiers du numérique. Il n'y a pas de condition d'âge, de diplôme, justement. L'idée, c'est vraiment de les accompagner, de leur faire découvrir et peut-être d'allumer la petite flamme qui fait que, en fait, c'est fou, j'ai découvert un métier, puis j'ai envie d'y aller. En fait, mes compétences que j'avais avant, elles sont déplaçables et je vais apprendre de nouvelles choses. On a aussi Adabot, donc il y a un coach d'orientation digitale qui permet justement d'accompagner et d'outiller les femmes pour préparer leur projet de formation. Dedans, on peut y retrouver tous les organismes de formation qui sont référencés. Donc c'est vraiment sur le territoire national. C'est vraiment cette idée de sensibilisation, de lever des freins, de faire connaître, pour permettre en fait à chaque femme de s'approprier le sujet et de se dire que c'est pour elle. C'est ça, si je devais en une phrase. En une phrase, ce serait ça, c'est de dire, en fait, de faire connaître, de peut-être allumer la petite flamme qui donne envie de justement de se lancer dans une formation. Parce qu'en amont de se lancer dans une formation, il faut déjà connaître. Il y a plein d'étapes. Sensibiliser, se faire immerger. À cause des freins et il y a pas mal d'étapes. Alors pour terminer, est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien? Je me disais, on peut terminer avec un petit peu d'inspiration. Est-ce qu'il y a une citation que tu as envie de partager avec nous? Tout à fait. Je pense qu'il est important de dire, et c'est ce qu'on dit nous aussi au quotidien, c'est que les femmes ont besoin du numérique et le numérique a besoin des femmes. C'est vraiment dans les deux sens et je trouve que ça reflète bien... Elle me va très très bien cette phrase. Voilà, le numérique a besoin des femmes, les femmes ont besoin du numérique, ça va dans les deux sens. Exactement. Merci beaucoup Amandine pour toutes ces réflexions et on l'espère qu'ils ont réussi à persuader que toutes les personnes et toutes les femmes surtout qui nous suivent aujourd'hui, toutes les lycéennes, que le digital et la data, ça peut être pour vous, que vous soyez un garçon ou une fille d'ailleurs. Merci beaucoup Amandine, Merci, à bientôt. Florence. À bientôt. Si vous vous passionnez pour le digital et la data, vous êtes sans doute curieux de connaître la vision d'un expert du domaine sur les grandes tendances. Nous avons activé le réseau du pôle expert et nous avons le plaisir d'accueillir David Fayon. Il est auteur de livres sur le numérique et Ecosystem Innovation Director du groupe La Poste pour cette nouvelle séquence. Bonjour David. Bonjour Florence. Alors, on avait très envie d'abord de commencer en essayant d'en savoir un petit peu plus sur quel était ton job, parce que le titre est assez mystérieux. Director, Ecosystem Innovation Director. Oui, alors c'est vrai que d'employer des mots anglo-saxons, ça fait mieux. D'ailleurs, vous avez employé dans la présentation digital plutôt que numérique. Pour moi, les deux sont synonymes. Au journal officiel, on privilégie depuis mars dernier le terme numérique. Peu importe, ce qui est intéressant, c'est les concepts qu'on va mettre derrière.
Alors, en quoi consiste mon job au quotidien à la Poste? C'est de faire l'interface entre les startups, les PME innovantes, les écoles d'ingénieurs, de commerce, de design, et puis les universités, d'une part, et les métiers de la Poste. Les métiers de la Poste, la direction des ressources humaines, la direction financière, la direction de la production, la direction industrielle, etc., pour faire des expérimentations. Des expérimentations qu'on appelle des POC, Proof of Concept, qui permettent soit d'avoir des simplifications des process existants pour optimiser les appareils de production, que ce soit les centres de tri, courrier, colis, etc., donc pour le compte des métiers, ou soit augmenter le chiffre d'affaires en développant des services additionnels, souvent avec l'intégration d'une start-up ou des savoir-faire qu'on n'a pas en interne, mais qu'on va chercher à l'extérieur pour être innovant. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un moyen d'innovation. En fait, c'est être Tout dans à fait. l'écosystème des startups pour aller identifier ceux qui vont pouvoir apporter de l'innovation au sein du groupe. Exactement. C'est un peu ce que font tous les grands groupes qui veulent faire leur transformation numérique et être plus performants, parce que nous, à la Poste, pour la branche dans laquelle je travaille, il y a une attrition, c'est-à-dire une réduction drastique des flux courriers. Le colis progresse, mais globalement, il faut trouver des relais de croissance pour que la Poste puisse continuer à croître se et se développer. développer. Et s'appuyer sur les startups, ça peut en faire partie. Alors, on va revenir à la raison de ta venue aujourd'hui. Toi, tu es, comme on le voit, ultra immergé dans l'écosystème digital et data. Selon toi, c'est quoi les 3 grandes tendances qui vont marquer l'année 2022 ? Alors déjà, il y en a plusieurs. Choisir, c'est éliminer. Alors si j'en conserverais... Avec que 3. Si j'en conservais que 3, je dirais en 1, la sobriété numérique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, la sobriété numérique ? Alors, ça fait penser à la sobriété, donc la moindre consommation. Ouais. On est dans une prise en compte plus grande de l'écologie, de l'écosystème, et notamment les ressources matérielles sont limitées. Et les ressources immatérielles sont a priori infinies. Et les ressources matérielles sont de plus en plus nécessaires pour produire un smartphone. Il y a peut-être 53 composants, des métaux rares, des terres rares, du cuivre, de l'aluminium, enfin de l'or, plein de matières. Et ces matières peuvent s'épuiser. Il n'y en a pas partout, donc il faut pouvoir les recycler, il faut pouvoir les produire de façon plus éco-responsable en amont. Et pour cela, 2 choses. Soit on produit de façon plus intelligente, avec des matériaux qui sont soit low cost ou qui ont la même propriété physique ou chimique, mais qui sont moins menacés par une disparition, ou soit on change les façons de consommer. Donc on peut jouer sur les 2 leviers, production et consommation. Pour le levier consommation, ça veut dire par exemple ne pas changer de smartphone tous les 18 mois, avec l'obsolescence programmée qui est induite par des grands de la tech comme Apple par exemple, et des choses qui donnent envie d'autre chose, comme dit Alain Chouchon. Donc on doit pouvoir allonger la durée de vie, et puis également ne pas prendre des écrans 24 pouces qui servent à rien si on n'a pas besoin de faire du développement ou quelque chose qui nécessite un grand écran. Donc la sobriété numérique, en une phrase, c'est toutes les techniques qui permettent d'optimiser l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement à partir de tout ce qu'on peut utiliser en termes de digital. Tout à fait, parce que il y a besoin d'avoir une grande quantité de matière pour produire, également de l'eau, parce que c'est nécessaire. Oui, ça prend des ressources. Et tout ça, c'est des ressources qui sont épuisables, qui ont une valeur, et c'est aussi la prise en compte du développement durable, pas simplement pour soi, mais pour les générations futures, parce que si on surconsomme maintenant, on donnera rien pour ceux qui vont suivre après. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut moins consommer, ça ne veut pas dire qu'il faut être décliniste, non, on peut avoir une croissance réfléchie qui permettent de créer des emplois, qui permettent de faire vivre tout un écosystème, mais sans gaspillage et que ce ne soit pas une consommation bête et aveugle. Futile et voilà. Sobriété, donc la première. Alors le temps passe vite, il va falloir qu'on passe rapidement à la deuxième. Alors la deuxième, je dirais le métavers. Meta-universe. Donc c'est tout de suite, ça me fait penser à Facebook. Pourquoi ? Parce que Facebook, le groupe Facebook, a changé de nom en novembre dernier et il s'est appelé Meta.
justement par rapport à des développements futurs liés au métavers. Et le métavers, ça va être, pour faire simple, combiner l'univers virtuel, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle avec le monde physique, et ce qui permettra, avec des lunettes de réalité augmentée ou un support, un casque ou quelque chose, de pouvoir superposer un univers virtuel, comme dans des jeux virtuels, type World of Warcraft ou tous ces jeux qui existent, avec le monde tel que vous le voyez. Donc vous allez vous promener dans une rue avec ce casque, vous allez avoir des indications sur, par exemple, si vous passez devant un restaurant, le nombre de personnes qu'il y a dedans, si vous allez être servi en moins de 5 minutes, tout un tas d'informations additionnelles qui est une opportunité de service extraordinaire, mais également ça va faire une surcharge mentale importante. Bien sûr. Et puis également, ça peut permettre aussi de plus être addictif dans l'usage de il y a des risques pour toute cette tendance. Il y a des risques. Et puis, à l'extrême limite, avant, on était, jusqu'à maintenant, dans le temps de cerveau disponible, dans le temps d'attention sur les réseaux sociaux. Et demain, ça peut aller jusqu'au contrôle des cerveaux, contrôle des émotions, puisque là, c'est pas simplement quelque chose de statique par rapport à un écran, même si on participe, mais c'est également un prolongement de soi avec des organes sur soi qu'on va porter pour interagir, et on va être partie prenante de la matrice, si je puis dire. Tout à fait. Donc sobriété numérique, métaverse, et la troisième tendance? La troisième tendance, je dirais que c'est le développement de la blockchain, la chaîne de blocs, avec les premiers usages qui ont été développés autour des crypto-monnaies. On en a plus de 8000 aujourd'hui, alors on parle beaucoup du Bitcoin, Ethereum, il y en a plein d'autres, avec deux types de blockchain qui sont soit preuve d'enjeu ou preuve de calcul. C'est pas la même consommation énergétique derrière, donc ça rejoint la sobriété numérique que j'évoquais. Donc là aussi, dans les blockchains, ce sera des blockchains qui seront plus respectueuses des ressources, parce que ça peut gérer une pollution notable. Donc comment utiliser et concilier la technologie mais avec des cas d'usage très divers, pas simplement pour les domaines bancaires, mais ça peut être aussi pour les certifications et les titres de propriété de biens immobiliers, mais également dans les œuvres d'art. Et en fait, au niveau de la blockchain, ça va suivre le même cheminement que par exemple l'informatique et la micro-informatique. Au départ, c'était l'informatique pour la gestion, pour le domaine bancaire ou pour le domaine du calcul. Donc c'était pour des cas d'usage très limités. Et ensuite, ça s'est popularisé avec par exemple le Macintosh. Et donc après, il y a eu des artistes, il y a eu des journalistes qui se sont intéressés à la question informatique. Et ensuite, toute la société. Et maintenant, on a tous un ordinateur. La blockchain, c'est cette même révolution avec quelque chose de distribué où chacun beaucoup a plus un élément accessible du puzzle et généralisé à plein de cas d'usage et à un public beaucoup plus large. Très bien. Alors, on va terminer parce que le temps passe vite. Est-ce qu'il y a un événement à ne pas louper en 2022 si on se passionne pour le digital et la data? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, de se rendre à Vivatech, qui est... ça, c'est à Paris? C'est à Paris, porte de Versailles. Ça va être, je crois, la 6e édition, si je ne m'abuse. L'édition 2021 a été en format hybride, c'est-à-dire sur site, jauge réduite à 5000, et puis également des événements, des conférences qu'on pouvait suivre à distance, sachant qu'en 2020 ça avait été annulé pour cause de Covid. Cette année, j'espère que... Croisons les doigts. Croisons les doigts, et puis de toute façon, peut-être que le virus avec Omicron et ses variants va se transformer en quelque chose de récurrent qui va revenir chaque année, notamment avec la période froide, mais qui va être comme une grippe. Et donc, je pense que on peut croire que Vivatech, Vivatech sera ouvert. On espère. Vivatech sera ouvert. C'est un peu le CES, comme le CES, le salon technologique de Las Vegas, sauf que c'est le CES à la française et qui rayonne en Europe et qui met en avant les startups et les réussites françaises et qui accueille aussi beaucoup d'intervenants, beaucoup de conférenciers étrangers comme les patrons des entreprises de la tech, des géants, les GAFAM, les BATX, mais aussi des entreprises qui ont pignon sur web, aussi bien... Pignon sur web, c'est pas mal, c'est là, je la garde. Aussi bien au niveau européen qu'au niveau américain.
J'y suis chaque année, donc voilà. On espère t'y retrouver. Alors, merci beaucoup, David, d'avoir pris le temps de venir échanger ta vision avec nous. C'était un tout petit bout de tout ce savoir et de toutes ces expériences que tu peux partager. À bientôt. À bientôt, merci. Et puis, pour clôturer cet afterwork de passionnés, eh bien, retrouvons François Stéphan, le directeur du pôle Digital et Data. Nous voilà rendus au terme de cet afterwork consacré au métier du digital et de la data. J'espère qu'il vous a intéressé et je vous remercie pour votre participation. Je remercie également notre parrain, Laurent Frisch, tous les intervenants ainsi que l'équipe d'organisation. Toutes les séquences seront disponibles en replay. N'hésitez pas à vous y replonger si besoin. Et sinon, surtout, n'hésitez pas à les partager autour de vous. Alors, pour avoir plus d'informations sur les formations du groupe Omnes Éducation sur les métiers du digital et de la data, eh bien, le lien se trouve dans le chat. Et pour terminer, on vous donne rendez-vous au prochain événement du pôle Digital et Data du groupe Omnes Éducation. Et d'ici là, restons connectés. À bientôt!